Intégration secrète. Dehors il pleuvait. La première pluie d'octobre, la fin de la saison des foins et de l'éclatante pureté de cette lumière d'automne. Un temps qui avait poussé un flot de New-Yorkais à envahir les Berkshires au cours des week-ends précédents, pour voir les arbres changer au soleil. Mais ce jour-là, c'était samedi, et il pleuvait, c'était moche. Tim se demandait comment, avant 10 heures, il allait réussir à échapper à sa mère. Grover voulait le voir à 10 heures ce matin-là. Il fallait bien y aller. Tim s'était mis en boule dans une vieille machine à laver, abandonnée dans la remise. Il écoutait la pluie dégouliner dans la gouttière et examinait une verrue qui lui avait poussé sur un doigt. Elle y était depuis 15 jours et ne faisait pas mine de devoir s'en aller. L'autre jour, sa mère l'avait emmené chez le docteur Slothrop, qui avait passé un truc rouge dessus. Ensuite, il avait éteint la lumière et il lui avait dit « Regarde, j'allume ma lampe magique violette. Tu vas voir ce qui arrivera à ta verrue. » La lampe n'avait rien de terriblement magique, mais quand le docteur l'avait allumée, la verrue était devenue toute verte. « Vert, parfait, » avait dit le docteur Slothrop. « Cela signifie que la verrue va partir, Tim. Elle est fichue. » Mais comme il s'en allait, le docteur avait dit à voix basse « Seulement Tim avait appris à comprendre ça » à la mère de Tim. « La psychothérapie marche 50 fois sur 100. Si cette verrue ne disparaît pas d'elle-même, revenez et nous essaierons l'azote liquide. » Sitôt rentré à la maison, Tim était parti en courant demander à Grover ce que signifiait psychothérapie. Il avait trouvé Grover à la cave, en train de travailler à l'une de ses inventions. Grover Snood était un peu plus vieux que Tim. C'était un génie. Dans certaines limites, en tout cas. Un génie avec ses faiblesses. Par exemple, ses inventions ne fonctionnaient jamais. Et puis, l'an dernier, il avait monté ce racket. Il faisait les devoirs de tout le monde à 10 cents le devoir. Seulement voilà, il s'était trahi trop souvent. Les autres s'en étaient aperçus. D'après Grover, il devait avoir une courbe qui leur donnait la moyenne probable de chacun. Et on avait découvert que c'était lui qui était derrière tous ces 90 et 100 sur 100 que tous les gosses décrochaient maintenant. « On ne peut rien contre la loi des moyennes, » dit Grover. « On ne peut rien contre une courbe. » Alors, ils ont essayé de convaincre ses parents de le changer d'école, ailleurs, n'importe où. Tout expert qu'il fût sur tous les sujets scolaires, des roches éruptives aux raids indiens, Grover était trop cloche, selon Tim, pour dissimuler l'étendue de son intelligence. Chaque fois que se présentait l'occasion de briller, il y cédait. Dans les problèmes du genre calculer la surface d'une cour triangulaire, Grover ne peut pas résister au plaisir d'introduire un peu de trigonométrie, alors que la moitié de la classe n'est même pas capable de prononcer le mot, ou quelques notions d'algèbre, un mot qu'ils ont vu de temps en temps dans les BD de SF et qui n'est resté pour eux qu'un mot. Seulement Tim et les autres se montraient tolérants. Et pourquoi Grover n'aurait-il pas étalé sa science ? Pour lui, la vie n'était pas toujours facile. Il lui était impossible de parler avec ceux de son âge de mathématiques supérieures, ou de n'importe quoi d'autre également supérieur. Il parlait de politique internationale avec son père, avait-il confié à Tim. Et puis, un soir, il s'était disputé à propos de Berlin. « Moi, je sais ce qu'on devrait faire », avait hurlé Grover. Il fallait toujours qu'il hurle après les murs ou n'importe quoi de massif qui se trouvait là. Simplement pour montrer que ce n'était pas à vous qu'il en avait, mais à autre chose, à l'échelle démesurée du monde des adultes dont il était exclu, à l'inertie et à l'entêtement de cet univers qu'il ne pouvait vaincre qu'à l'intérieur de lui-même. Exactement ce qu'on devrait faire. Et quand Tim le lui avait demandé ce qu'on devrait faire, il avait répondu « Laisse tomber, le sujet est sans importance. » Ce qui est grave, c'est que maintenant, il n'y a plus de conversation possible. Quand je suis à la maison, il me laisse dans mon coin et moi dans le leur. Cette année-là, il ne restait chez lui que le mercredi et pour les week-ends. Le reste de la semaine, il faisait 35 kilomètres tous les matins pour aller à la faculté, une petite faculté pour les garçons du Berkshire, sous le modèle de William College, mais en plus petit.
Là, il suivait des cours et il pouvait parler à des gens de n'importe quoi à un niveau supérieur. L'école du coin avait gagné, on l'avait viré. Il n'avait pas de temps à perdre avec lui, et il voulait que chacun fasse ses propres devoirs. Et puis, le père de Grover aussi devait trouver l'arrangement OK, depuis leurs différends à propos de Berlin. Non pas qu'il soit idiot ou mesquin, hurlait Grover, à l'intention du brûleur de leur chauffage central. C'est bien pire que ça, il comprend les choses qui ne m'intéressent pas. En revanche, ce qui m'intéresse moi, il n'y comprendra jamais rien. Je vois pas, dit Tim. Hé, Grover, c'est quoi la psychothérapie? C'est comme essayer de guérir par la prière. C'est comme ça qu'ils essaient de t'ôter ta verrue. Ouais. Il lui avait raconté le coup de la teinture rouge qui devenait verte sous la lampe. Il s'agit de fluorescence ultraviolette. C'étaient des mots qui plaisaient visiblement beaucoup à Grover. Ça n'a aucun effet sur la verrue. C'est juste pour obtenir un effet psychologique sur toi. Seulement maintenant, j'ai tout fait rater. Alors il s'était mis à rigoler et à se rouler par terre dans la cave, comme si on avait été en train de les chatouiller. Ça ne marchera pas. Quand elle voudra partir, elle s'en ira. Un point, c'est tout. Les verrues, elles ont leur idée. Grover était ravi chaque fois qu'il pouvait faire rater les projets des grandes personnes. Tim ne s'était jamais demandé pourquoi. Et puis Grover ne semblait pas trop le savoir lui-même. Un jour, il avait laissé tomber « Ils se croient plus malins que moi. Ils doivent avoir leurs idées sur le petit prodige. Bref, ce que je suis censé être. Ils en voient à la télé, alors ils voudraient que je sois comme ça. » Cela l'avait rendu furieux ce jour-là. Tim ne l'avait pas oublié de voir foirer une de ses inventions. Une grenade au sodium. 2 compartiments, un pour le sodium, l'autre pour l'eau, avec un diaphragme entre les deux. Quand il crèverait, ça ferait un boom terrible. Mais le diaphragme s'était révélé trop solide. Enfin, il n'avait pas voulu se percer. Et puis, pour comble de malheur, Grover avait lu Tom Swift and His Without Camera de Victor Appleton. Il tombait tout le temps sur les aventures de Tom Swift, apparemment par hasard. Mais il avait depuis peu une théorie là-dessus, et il était persuadé qu'il existait un plan derrière tout cela, que les livres lui tombaient exprès entre les mains, avec la complicité de ses parents et peut-être aussi de l'école. Ces aventures de Tom Swift étaient pour lui une véritable provocation, comme si l'on voulait le pousser à mettre au point des inventions encore plus extraordinaires que celles de Tom Swift, pour en tirer encore plus d'argent, qu'il serait placé beaucoup mieux que l'autre. « Ce Tom Swift, je le déteste », hurlait Grover. « Alors, lis plus ses bouquins ». Mais Grover ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait bien essayé pourtant. Chaque fois qu'il en surgissait un devant lui, comme venu de nulle part, surgi de quelque grille-pain malfaisant qui l'aurait lancé en l'air, il fallait qu'il se jette dessus. Une vraie drogue. Les vaisseaux spatiaux et les carabines électriques le hantaient. « En plus, c'est très mauvais, ajouta-t-il. Ce type est un matu-vu, il parle drôlement, il est snob, enfin. » Il se tapait sur le front pour retrouver le mot. « C'est un raciste. »« Un quoi ?» ?»« Tu sais bien, ce domestique noir qu'il a, un nommé Eradicat Sampson, surnommé Rad. La façon dont il le traite, c'est tout simplement dégoûtant. Ils veulent peut-être que je lise ces conneries pour devenir comme lui. »« Peut-être bien, dit Tim tout surexcité. C'est comme ça qu'ils voudraient que tu sois avec Karl. » Karl Barrington, un petit noir de leur ami. Sa famille venait d'arriver à Pittsfield. Les Barrington s'étaient installés à Northumberland Estates, un nouveau lotissement qu'une carrière abandonnée et 2 champs de seigle séparaient de la partie plus ancienne de Minchboro, où les parents de Grover et ceux de Tim habitaient. Comme eux et comme Étienne Charlu, Karl était grand amateur de mauvaises farces. Pas seulement pour en rire, mais également capable de les monter et d'en imaginer de nouvelles. Une des raisons pour lesquelles ils traînaient ensemble tous les 4. L'idée que Rad, personnage de roman, eût quelque chose à voir avec Karl inquiétait Grover. « Tu crois qu'il n'aime pas Karl ou quoi ?» finit-il par demander. « C'est pas à cause de lui, c'est à cause de son père et de sa mère. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Tim prit un air mystérieux. « Pittsfield, c'est une ville. On doit pouvoir tout faire dans une ville. Peut-être qu'ils avaient un loto clandestin ?»
« Tu regardes trop la télévision, » dit Grover. Tim éclata de rire, et Grover d'ajouter « Elle sait, ta mère, que toi, moi et Karl on fait des blagues ?» « Je lui ai pas dit, et elle ne m'en a pas parlé. » « Eh bien, continue à ne rien dire. » Grover ne donnait jamais d'ordre, mais il était admis parmi eux que, malgré des erreurs, c'était encore lui qui en savait le plus, et que, par conséquent, il fallait l'écouter. Quand il affirmait qu'une verrue n'allait pas partir toute seule, et qu'elles ont leur idée, toutes les lampes rouges et toutes les lueurs fluorescentes du Massachusetts n'y changeraient rien. La verrue resterait. Tim jeta un coup d'œil à la verrue. Il se méfiait un peu comme si elle avait vraiment une intelligence bien à elle. S'il avait eu quelques années de moins, cette verrue, il lui aurait donné un nom. Mais il commençait à comprendre qu'il n'y avait que les petits-enfants pour faire cela. Alors il restait là, dans sa machine à laver. L'année précédente, elle lui avait servi de vaisseau spatial, à écouter la pluie. Il s'était mis à penser au temps qui passe, à la vie qui s'écoule indéfiniment. Mais il avait coupé avant d'en arriver à la mort. Il avait alors décidé de demander le jour même à Grover s'il avait appris quelque chose de nouveau sur ce truc, l'azote liquide. « L'azote est un gaz », avait commencé Grover. « Jamais entendu dire que c'était liquide. Un point, c'est tout. » Mais peut-être que depuis, il avait découvert quelque chose. On ne savait jamais ce qu'il allait rapporter de son collège. Une fois, ça avait été la maquette multicolore d'une molécule de protéines. Elle était maintenant dissimulée dans leurs repères avec la télévision japonaise, la réserve de sodium, de vieilles pièces de radio qui provenaient du tas de ferraille appartenant au père d'Étienne Cherdelu, avec un buste en ciment représentant Alf Landon et dérobé au cours d'une des expéditions hebdomadaires à Minchboro Park, d'une chaise cassée de May van der Rohe, récupérée dans un autre lotissement plus ancien, sans parler d'un assortiment de fragments de lustre, de lambeaux de tapisserie, de pilastres d'escalier en teck, d'un manteau de fourrure que l'on pouvait draper autour du buste et qui pouvait ainsi servir de tente où se cacher. Tim sortit de sa machine et il alla aussi doucement que possible jeter un coup d'œil à la pendule de la cuisine. Il était à peu près 10 heures. Grover n'était jamais lui-même à l'heure, mais il exigeait l'exactitude chez les autres. La ponctualité, lançait-il au visage des retardataires, n'est pas votre vertu dominante. Dans ces cas-là, il n'y avait qu'à faire « Ah oui ?» et il oubliait immédiatement pour en revenir à ses affaires. C'était une des raisons pour lesquelles Tim l'aimait bien. La mère de Tim n'était pas dans le living room, la télévision était éteinte et il se dit qu'elle devait être sortie. Il décrocha son imperméable du porte-manteau et s'apprêta à sortir par le fond. Il l'entendit alors composer un numéro de téléphone. Elle était là, sous l'escalier, le combiné princesse bleu coincé entre la mâchoire et l'épaule. Elle avait composé son numéro d'une main, tout en gardant l'autre crispée devant sa bouche. Tim lui trouva une expression qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Quelque chose de, nerveux, effrayé. Il ne savait pas trop. L'avait-elle vue? Elle n'en laissa rien paraître. L'appareil cessa de grésiller, quelqu'un avait dû décrocher. « Sale nègre, foutez le camp d'ici, retournez à Pittsfield, avant qu'il ne vous arrive vraiment des histoires. » Là-dessus, elle raccrocha. La main devant son visage tremblait, puis, quand elle eut posé le combiné, l'autre main se mit à trembler à son tour. Elle se retourna brusquement comme une biche qui a senti quelque chose et vit Tim qui la regardait stupéfait. « Ah, c'est toi !» Elle souriait, mais ses yeux restaient fixes. « Que fais-tu » demanda Tim qui n'avait pas eu l'intention de poser cette question. « Une plaisanterie, une simple plaisanterie. » Tim haussa les épaules et s'en alla. « Je m'en vais, dit-il, sans se retourner. » Elle ne le lui reprocherait pas, il le savait, depuis qu'il l'avait prise la main dans le sac. Il partit en courant sous la pluie, passa devant les 2 lilas dégoulinants, dégringola la pente où l'herbe était devenue du foin. Déjà, ses tennis étaient trempés. La maison de Grover, plus ancienne que la sienne et avec un toit en croupe, se penchait derrière un gros érable, comme pour lui dire bonjour. Quand il était plus petit, il avait considéré cette maison comme une personne, à qui il ne manquait jamais de dire bonjour, comme si elle lui avait fait un petit signe amical, caché derrière son érable.
et il n'en était pas encore à cesser ce jeu. Ça n'aurait pas été gentil pour la maison de cesser d'y croire. Alors il lui dit « Bonjour, maison », comme d'habitude. Elle montrait un vieux visage agréable. Les fenêtres lui faisaient des yeux et un nez. Elle semblait tout le temps sourire. Passant en courant devant, Tim, un instant, ne fut plus qu'une ombre sur le vaste visage amical. Il pleuvait vraiment fort. Il prit son virage en glissant avant d'escalader un autre érable sur lequel on avait cloué des planches en forme de marche. Il en rata une et parvint finalement à une longue branche qui menait jusqu'à la fenêtre de Grover. Un sifflement, sans doute d'origine électronique, parvenait de l'intérieur. « Hé, Grovy !» cria Tim en tapant sur le carreau. Grover ouvrit la fenêtre et reprocha à Tim cette fameuse tendance à être en retard. « Comment ça ?» dit Tim. « Je viens juste d'avoir en ligne un autre type à New York, » dit Grover, tandis que Tim passait de sa branche dans la chambre. « C'est drôle ce qui se passe en ce moment dans le ciel. D'habitude, j'arrive tout juste à attraper Springfield. » Grover était radioamateur. Il avait monté lui-même tout son équipement. Seulement, le ciel et également les montagnes rendaient très capricieux les signaux qu'il captait. Certains soirs où Tim restait, la chambre de Grover s'emplissait au fil des heures de voix désincarnées, qui parfois même venaient du large. Grover aimait beaucoup les écouter, mais il était rare qu'il répondît. Il avait des cartes punaisées au mur, et chaque fois qu'il captait une nouvelle voix, il la notait sur la carte avec sa fréquence. Jamais Tim ne l'avait vu dormir. Peu importait l'heure, il était toujours là à régler ses cadrans, avec sur la tête une énorme paire d'écouteurs bordés de caoutchouc. Il y avait aussi un micro avec un haut-parleur qu'il branchait parfois, et à demi éveillé, Tim entendait, qui se mêlait à son rêve, les voix des flics qu'on appelait sur les lieux d'un accident de voiture, des bruits venus de nulle part, des chauffeurs de taxi partis attendre le train et qui ronchonnaient en parlant de café ou qui échangeaient des plaisanteries avec leur opérateur. On tombait parfois au beau milieu d'une partie d'échecs ou sur des remorqueurs de l'autre côté de Dutch Hills. Ils descendaient l'Hudson avec un train de péniches chargé de gravier. On entendait en automne et en hiver les équipes des ponts et chaussées à la nuit noire, en train de dégager les routes avec leurs chasse-neige ou de poser des barrières, et puis de temps en temps un cargo en mer lorsque la couche de heavy seas était favorable. Et toutes ces voix venaient peupler ses rêves, si bien que le matin il ne savait plus quelle était la part de la réalité. Et ce n'était pas Grover qui l'aiderait. En se réveillant, avant d'être complètement sorti de son rêve, Tim lui demandait « Dis, Grovy, et ce raton laveur perdu, les flics l'ont-ils retrouvé? Ou bien, et ce bûcheron canadien en amont sur son train de bois ?» Invariablement, Grover répondait « Non, ça ne me dit rien. » Quand Étienne Cherdelu restait aussi couché, il ne se souvenait pas des mêmes choses que Tim. Des chansons, des gens qui observaient les blaireaux et qui semblaient rendre compte à une sorte de quartier général, des discussions enflammées à moitié en italien sur le football professionnel. Étienne devait venir aussi. Il ne manquait jamais la réunion du samedi matin, mais son père avait dû le retenir pour travailler à son chantier de ferraille. Étienne, c'était un gros. Il écrivait toujours son nom ATN sur les poteaux télégraphiques, généralement avec « haha » dessous, avec des crayons gras jaunes qu'il volait aux ponts et chaussées. Comme Tim, Grover et Karl, Étienne adorait la plaisanterie. Seulement, chez lui, c'était devenu une véritable idée fixe. Grover était un génie. Tim voulait devenir un jour entraîneur de basket-ball. Karl, une vedette dans un des sports qu'il pratiquait. Étienne, quant à lui, se voyait faire carrière dans la plaisanterie. « Complètement tapé », lui disaient les copains. « Ça veut dire quoi? Tu veux être comédien? Ou travailler à la télé? Faire le clown ou quoi ?» Étienne leur passait alors un bras autour des épaules. À moins d'être complètement bouché, l'autre comprenait vite que ce n'était pas un signe d'amitié, mais pour lui coller dans le dos avec un morceau de scotch une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Ma mère porte des Rangers » ou bien « Taper ici » avec une flèche. Et il disait « Mon père répète tout le temps que quand on sera grand, il y aura des machines partout. »
Alors il n'y aura plus de travail que pour les ferrailleurs qui ramassent les machines cassées. Et la seule chose que les machines ne savent pas faire, c'est des blagues. Alors les gens, c'est à ça qu'ils serviront. » Peut-être que ses copains avaient raison et qu'il était vaguement cinglé. Il faisait des trucs incroyables que personne d'autre n'aurait tenté. Il dégonflait les pneus des voitures de flics, il mettait son attirail de plongée pour aller agiter la vase dans le bief de la papeterie. Une fois, il avait ainsi réussi à arrêter la production pendant près d'une semaine. Il laissait des messages idiots signés « Le fantôme » sur le bureau de la directrice pendant qu'elle faisait sa classe, ce genre de choses. Il avait horreur des institutions. Ses plus grands ennemis, objet de tous ses soins, c'étaient l'école, les chemins de fer, l'association des parents d'élèves. Il avait réuni autour de lui un groupe de contestataires que la directrice, quand elle les enguirlandait, appelait les réfractaires. Mot qu'aucun d'entre eux ne comprenait et que Grover refusait de leur expliquer parce que ça le mettait dans tous ses états, comme lorsqu'on traitait quelqu'un de sale rital ou de vilain nègre. Parmi les amis d'Étienne, on remarquait les frères Mosley, Arnold et Kermit, qui respiraient de la colle à avion et volaient des souricières au magasin. Ils tendaient leur sort, ils s'installaient au milieu d'un champ et ils se les lançaient, pour rire. Kim Dufay, une gamine de 12 ans, maigrichonne, avec quelque chose de vaguement exotique, elle avait une longue natte blonde qui lui pendait au milieu du dos, jusqu'au rein, et dont l'extrémité était généralement bleue, parce que les autres la trempaient dans les encriers. C'était une tordue des explosions en cours de chimie, et elle était chargée de l'approvisionnement en sodium du repère. Elle le volait à la Minchboro High School, dans le laboratoire, grâce à la complicité de son copain Gaylord, un étudiant de seconde année à l'université, qui était amoureux d'elle parce qu'il les aimait jeunettes, Hogan Slothrop, le fils du docteur. À l'âge de 8 ans, il s'était sérieusement mis à la bière, après l'heure d'aller au lit. À 9 ans, il était tombé dans la religion. Il avait renoncé à la bière et il s'était inscrit aux alcooliques anonymes. Son père, qui avait une réputation de libéral, avait laissé faire et la section locale des AA le tolérait. Il pensait qu'il risquait de susciter des vocations. Nunzi Passarella, il avait débuté sa carrière à 8 ans en apportant pour la leçon de choses une truie adulte de 250 kilos, un croisement de race polonaise et chinoise. Il lui avait fait prendre le quart scolaire, et tout. Il avait fondé un club crazy sous Denham, cinglé notoire qui, au siècle dernier, parcourait les collines en volant les bébés et en allumant des incendies. C'était en somme la sainte patronne de tous ces galopins. « Où est Karl » demanda Tim après s'être essuyé la tête à l'aide d'un sweatshirt de Grover. « À la cave » répondit Grover. « Il est en train de jouer avec les pattes de rhinocéros. » On pouvait les enfiler comme des chaussures et il laisserait des empreintes épatantes sitôt qu'il y aurait de la neige. « Qu'est-ce qu'il a ?»« Ma mère a encore... » Ça avait du mal à sortir. On n'était pas censé cafeter à propos de sa mère. Embêter les gens. « Les parents de Karl ?» Tim acquiesça. Grover fit une grimace. « Ma mère aussi, elle le fait. Je les ai entendus en parler. » Il désigna du pouce une paire d'écouteurs branchés à un micro que, l'année précédente, il avait dissimulé dans la chambre de ses parents. La lutte des races. Longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait d'un sport, quelque chose comme ça. Et elle s'est encore servie de ce mot, ajouta Tim. C'est alors que Karl fit son entrée, sans les pattes de rhinocéros, souriant et tranquille, comme si lui aussi avait un micro caché dans la chambre de Grover, et qui lui avait permis de savoir de quoi l'on parlait. « Tu veux écouter » lui demanda Grover, en montrant le matériel. « J'ai eu New York pendant 1 minute. »« Ouais » fit Karl. Il prit les écouteurs et entreprit le réglage. « Voilà Étienne » dit Tim. Le gros se balançait à la fenêtre comme un dirigeable. Il avait la figure toute barbouillée et il louchait exprès. Ils le firent entrer. « J'ai quelque chose qui va vous faire un grand boom » dit Étienne. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tim, qui était en train de penser à sa mère et ne faisait pas trop attention. « Ça » dit Étienne, en lui lançant un sac de papier plein d'eau de pluie qu'il avait dissimulé sous sa chemise. Tim empoigna Étienne et ils commencèrent à se battre.
avec Grover qui lui criait de faire gaffe au matériel radio, et Karl qui riait et levait les pieds quand les deux lutteurs se rapprochaient de lui. Quand ils eurent fini, Karl ôta les écouteurs, coupa le courant. Grovy s'assit en tailleur sur le lit. La junte était en séance. « Commençons par le rapport, je pense, » dit Grover. « À toi, Étienne. » Il avait ce bloc-notes dont il faisait toujours jouer le ressort quand les idées allaient vite dans sa tête. Étienne sortit les papiers qu'il avait fourrés dans sa poche revolver. « Chemin de fer, une lanterne neuve, 2 torpilles à ajouter à l'arsenic. »« À l'arsenal, » murmura Grover, tout en écrivant sur son bloc. « Ouais, moi et Kermit, on est allé compter les voitures au point Foxtrot et Québec. Foxtrot, 17 voitures, 3 camions entre 4h30 et... »« Je noterai les chiffres plus tard, » dit Grover. « Peut-on faire quelque chose dans ce secteur, ou bien y a-t-il trop de voitures qui remontent cette route? C'est ça le point. »« Ah, dit Étienne, eh bien, il y a pas mal de circulation, Grovy. » Il fit une grimace, les dents en avant et les yeux à demi fermés, à l'intention de Karl et de Tim, qui éclatèrent de rire. « Peux-tu sortir plus tard » demanda Grover, d'un ton irrité. « Dans la nuit, mettons vers 9h. »« Je ne sais pas, » répondit Étienne. « Faudrait que je me faufile et... » « Eh bien, faufile-toi. Il nous faut également les chiffres pour la nuit. »« Mais il s'inquiète à mon sujet, » dit Étienne. « Il s'inquiète vraiment. » L'air sombre, Grover regardait son bloc. Il fit jouer le ressort plusieurs fois. « Bon, et l'école, quoi de neuf ?»« J'ai recruté 2 autres petits gamins, » dit Étienne. « 7 ans. Ils sont tout le temps en train de se faire attraper. Ils lancent de la craie, ils lancent n'importe quoi. Il y en a un qui est drôlement adroit, Grovy. On pourrait les entraîner avec le sodium, mais il risque d'y avoir un problème. »« Quel problème ?» demanda Grover, en levant les yeux. « Ils vont peut-être le manger. Il y en a un, le voilà parti à se gondoler, il mange de la craie, il trouve ça bon. »« Bon, » dit Grover, « continue tes recherches. C'est un secteur vital. Il va falloir qu'on démolisse les cabinets des garçons. Il faut s'attaquer aux symétries. »« Au cimetière ?» demanda Tim. « Et pourquoi tu veux t'attaquer au cimetière, Grovy ?» Grover lui expliqua le mot. Il dessina un plan rapide de l'école sur son tableau vert accroché au mur. « Symétrie et minutage, hurla-t-il. « Coordination. »« C'est le mot qu'il y a sur mon bulletin scolaire, » dit Étienne. « Oui, dit Grover, ça veut dire qu'en gym, tes bras, tes jambes et ta tête fonctionnent en même temps. Et ici, pour notre gang, c'est pareil. Comme pour les différentes parties de ton corps. » Mais les autres n'écoutaient déjà plus. Étienne se tirait la bouche dans les coins, Tim et Karl se collaient mutuellement des coups dans les bras. Grover fit claquer le ressort de son bloc-notes très fort et ils cessèrent leur singerie. « Étienne, quelque chose d'autre ?»« C'est tout. »« Oh, l'assemblée des parents d'élèves a lieu mardi. J'ai envie d'y envoyer Hogan encore cette fois-ci. »« Tu te souviens de ce qu'il a fait la dernière fois ?» dit Grover avec un soupir. L'idée, ça avait été que Hogan Slothrop ferait une taupe de première classe dans les réunions de parents d'élèves grâce à son expérience des AA. Grover se disait que Hogan était celui qui connaissait le mieux ces réunions d'adultes. Et il lui fallut bien une semaine pour se remettre d'une aussi énorme erreur de jugement. Au lieu de rester dans son coin et de prendre des notes, Hogan avait entrepris de ramener sa fraise. « Mais, avait dit Hogan pour se défendre, je ne vois pas le mal que j'ai fait en levant la main et en disant « Je m'appelle Hogan Slothrop et je suis un écolier », avant de leur dire comment ça se passait. Ça ne les intéressait pas, dit Grover. Ma mère, si, ajouta Hogan. Tous les jours, elle me demande ce que j'ai fait à l'école, et je lui raconte. Mais elle ne t'écoute pas, dit Grover. Ils avaient flanqué Hogan Slothrop à la porte quand il s'était dirigé vers la tribune pour voir si on le laisserait réciter les 12 articles du serment des AA. Vraiment jeté dehors, vu qu'il était léger et facile à soulever. « Pourquoi ?» hurla Grover. « Il existe plusieurs sortes de réunions, » tenta d'expliquer Hogan. « Celles de parents, c'est tout autre chose. Enfin, ils ont leurs règles à eux. Et ils sont tous plus guindés, suggéra Grover, plus officiels. C'est comme un jeu dont j'ignore les règles, dit Hogan. Au AA, on parle, c'est tout. Pour la réunion de parents suivante,
Kim Dufay se mit du rouge à lèvres. Elle se fit un chignon et elle enfila ce qu'elle avait de plus chouette comme vêtement, sans oublier le soutien-gorge rembourré taille 72A, qu'elle avait réussi à se faire offrir par sa mère. Et elle était passée comme une lettre à la poste, si bien que maintenant la taupe, c'était elle. N'empêche que Hogan, dit Étienne en guise de conclusion, ça lui en a mis un coup d'être remplacé par une fille. « Attendez, les gars, dit Grover, moi j'aime beaucoup Hogan, comprenez-moi bien. Mais est-ce qu'il peut faire le poids dans une situation extrême? C'est tout le problème que... »« Quoi » s'exclamèrent Tim et Karl en chœur. C'était un numéro qu'ils avaient mis au point et qui ne manquait jamais de plonger Grover dans l'embarras. Il haussa les épaules, admit l'existence d'un problème moral pour conclure. « Ok, on donnera une autre chance à Hogan. » Puis ce fut au tour de Tim. Sa responsabilité, c'était l'argent et l'entraînement. On approchait de la répétition des grandes manœuvres, baptisée Opération Spartacus par Grover. C'était le film du même nom qui lui avait donné cette idée. Il était allé jusqu'à Stockbridge pour le voir et cela l'avait tellement impressionné que pendant un mois, il n'avait pu s'arrêter devant une glace sans se faire la tête de Kirk Douglas. Ce serait la 3e année de répétition avant la véritable révolte des esclaves, connue simplement sous le nom d'Opération A. Pourquoi A avait demandé Tim un jour? Abattoir, avait répondu Grover avec un drôle d'air. Armageddon. Prétentieux, avait dit Tim, avant de penser à autre chose. Et puis, il n'était pas nécessaire de savoir ce que signifiait une initiale pour entraîner des gamins. « Et comment ça se présente » demanda Grover. Tim n'était pas trop enthousiaste. « Sans une mise en place suffisamment réaliste, Grovy, ça ne servira pas à grand-chose. »« Bon, Tim, récapitulons pour les autres, » dit Grover en écrivant sur son bloc. « En gros, on fait comme l'an dernier. » Il montra le croquis sur le tableau. « Exact. On se servira encore une fois de Fadzosfield. Et tout sera installé en vraie grandeur. Mais nous utiliserons les piquets et les drapeaux rouges qu'Étienne a pris aux ponts et chaussées, au lieu des lignes blanches de l'an dernier. » Tout avait très bien marché jusqu'à ce qu'on arrive à la ligne qui représentait l'école. Là, plein de petits gamins s'étaient arrêtés pile à se dandiner d'un pied sur l'autre. Au cours de la discussion qui avait suivi, Grover avait suggéré la théorie selon laquelle cette ligne blanche dans l'herbe avait dû leur rappeler des lignes à la craie sur un tableau d'école. Et puis, avec la chaux, il y avait aussi le problème d'effacer les traces après Spartacus. Tandis que les piquets, il suffisait de les arracher. Les piquets, c'était bien mieux. N'empêche, remarqua Tim, que ça ne vaudra pas de vrais murs. Même des murs en isorel. Franchir une ligne en courant, en faisant comme si c'était une porte, est une chose. Mais une vraie porte, de vrais escaliers, et des vrais cabinets où jeter le sodium, c'est autre chose, non? Il y a 2 ans, tu n'étais pas de cet avis, dit Grover. Tim haussa les épaules. Simplement, ce n'est plus assez réaliste. Pour moi, le grand jour est venu. À l'heure 0, comment savoir ce qu'ils feront, surtout les petits? Évidemment. Mais on n'a pas les moyens de construire une vraie maquette. On a 25 $ environ. Maintenant, ils se mettent à apporter l'argent du lait, parfois même quand ce n'est pas leur tour. Grover lui lança un regard noir. « Tu n'es pas en train de les racketter, Tim. Je ne veux pas de ça. »« Mais non, Grovy, je t'assure. Ils font ça volontairement. Ils disent, enfin certains, qu'ils croient en nous. Et puis, il y en a qui, de toute façon, n'aiment pas le lait. Alors ça leur est égal. Enfin, il ne faudrait pas non plus qu'ils deviennent trop enthousiastes, parce que les instituteurs finiraient par se douter de quelque chose. L'idée, c'est que la consommation de lait reste toujours à peu près constante, sans accroc. Ça ne rapporte peut-être pas beaucoup chaque jour, mais c'est régulier. S'il y a de brusques écarts, si tout le monde apporte ses 5 cents en même temps, ils vont se méfier. Faut y aller mou. Et pour les autres ressources? Et ton Rustler à Pittsfield? Voilà que maintenant il veut des meubles. C'est un problème, bien sûr. Des meubles, on peut en trouver. Au domaine velours, chez les Rosenzweig, dans 2 ou 3 autres coins. Mais comment va-t-on les emporter à Pittsfield? Impossible. Et puis, il ne veut plus accepter les appels en PCV. Bon, dit Grover, il n'y a qu'à faire une croix dessus.
Quand ils commencent à faire des histoires, c'est qu'ils vous ont assez vu. »« Ouais, et cette maquette ?» interrompit Tim, pour ne pas laisser Grover s'emballer. « Non, non, nous avons besoin de l'argent pour autre chose. » Tim se laissa tomber sur le tapis et contempla le plafond. « C'est tout, Tim ? Ok, à Carl maintenant. Comment vont les choses dans le lotissement ?» Carl était chargé de tout Northumberland Estates, le nouveau quartier de Manchborough. Le moment venu, la vieille ville ne poserait pas de problème. Mais le nouveau quartier, avec son centre commercial, son supermarket et le nouveau drugstore illuminé qui vendait des masques de carnaval, avec un parking toujours plein de voitures, même tard dans la nuit, les inquiétait. L'été précédent, pendant les travaux, Tim et Étienne y allaient le soir jouer sur le tas de gravats jusqu'à la nuit. Ensuite, ils volaient des madriers, ils vidaient les réservoirs des scrappers et des bulldozers, et ils se risquaient même à casser quelques carreaux quand les grenouilles du marécage de Corrodish Swamp, en bas de la colline, chantaient assez fort pour cela. Les gamins n'aimaient pas trop ce nouveau quartier, et l'appellation de domaine, alors que les parcelles faisaient 15 mètres sur 30, rien à voir avec le domaine de Gilded Age, un vrai celui-là, qui entourait la vieille ville, à la façon dont des créatures entourent votre lit dans les rêves, invisibles mais toujours présentes. Comme la maison de Grover, celle du domaine avait des visages, mais sans ce côté bonhomme. Elles avaient des yeux profonds, bordés d'excroissance et de fer forgé. Des dessins en céramique à fleurs sur les joues, d'immenses bouches en gris de herse avec des rangées de palmiers morts en guise de dents. En s'y introduisant, on semblait rentrer de plain-pied dans un rêve ancien, et ce qu'on en rapportait ne semblait pas toujours véritablement réel. On gardait tout ce bric-à-brac au repère, ou bien on le fourguait à des receleurs comme cet antiquaire de Pittsfield. C'était le butin du rêve. Rien de bien intéressant, en revanche, dans les petites maisons, toutes semblables, disséminées sur Northumberland Estates. On n'y trouverait que ces dépouilles ordinaires du monde éveillé. Et en plus, on risquait de se faire emballer par les flics. Pas de petits recoins où mener une vie secrète, ou dissimuler une vie extraterrestre. Pas d'arbres, pas d'itinéraire secret, de raccourcis, de souterrains, de fourrés creux à l'intérieur où l'on peut se cacher. Là-bas, tout était au grand jour. On pouvait tout voir d'un seul coup d'œil. Derrière, dessus, au coin des maisons, le long des douces ondulations des rues, on débouchait invariablement sur le vide d'une terre morne. Carl était un des rares gamins de ce quartier à être accepté par ceux de la vieille ville. Son rôle consistait à prospecter les nouveaux quartiers, ses carrefours, ses magasins, enfin ce genre de choses, à la recherche de nouveaux appuis. Et on ne l'enviait guère. Il y a encore eu de ces coups de téléphone, ajouta Carl, après son résumé de la semaine, pour rire. Puis il leur raconta ce qui s'était dit. Des plaisanteries, dit Étienne, qui n'ont rien de drôle. Vous téléphonez à des gens, vous les traitez de tous les noms. Il n'y a pas de quoi rire. En plus, c'est complètement idiot. Qu'en penses-tu, Carl ? Demanda Grover. Crois-tu qu'il se doute de quelque chose ? Carl sourit et tous comprirent ce qu'il allait dire. Non, pas de bilasphère, pour le moment. Alors pourquoi ces appels téléphoniques ? Demanda Grover. Si c'est pas l'opération A, qu'est-ce que c'est ? Carl haussa les épaules et les regarda comme si, lui, il connaissait un secret que personne d'autre n'avait deviné. Comme si, en fin de compte, il existait bien à Northumberland Estates quelques lourds secrets dissimulés au fond d'une crypte et qui, jusque-là, leur avaient échappé à tous, et dont Carl leur parlerait peut-être un jour quand ils se seraient montrés plus astucieux, plus courageux pour affronter leurs parents, plus forts à l'école, supérieurs enfin dans un domaine qu'il leur fallait encore découvrir et que Carl leur dévoilerait le moment venu, à travers des allusions, des histoires drôles, des coqs à l'âne apparemment fortuits. La séance est levée, annonça Grover. Allons au repère. La pluie avait maintenant fait place à des nappes de bruine. Ils dégringolèrent tous les quatre en bas de l'arbre, sortirent du jardin, descendirent la rue au galop, traversèrent une prairie hachée par la pluie. En route, ils ramassèrent un gros basset qui répondait au nom de Pierre. «
Au beau jour, il dormait généralement au soleil sur la route nationale qui, sur une courte distance, prenait le nom de Chickadee Street, pendant la traversée de Benchboro. La pluie semblait lui avoir donné des forces nouvelles. Il gambadait joyeusement comme un chiot, jappant et essayant d'attraper les gouttes de pluie avec sa langue. Ce soir, le soleil se coucherait sans qu'on le vît. L'après-midi avait cette sorte de tristesse morne. Les nuages étaient si bas que l'on ne voyait pas les montagnes. Tim, Grover, Étienne, Karl et Pierre faisaient comme des ombres sur les champs. Ils arrivèrent à un chemin de terre aux ornières remplies d'eau et qui s'enfonçait ensuite dans le bois du roi Hiro, ainsi nommé en souvenir d'un prétendant européen qui, vers le milieu des années 30, avait fui le déclin de l'Europe et un royaume devenu très problématique. La légende voulait qu'il ait échangé un plein seau de joyaux pour ce domaine. Pourquoi fallait-il que ce fût un seau, moyen un peu pratique pour transporter de la bijouterie? Personne n'aurait su le dire. On prétendait aussi qu'il avait eu 3, certains prétendaient 4, femmes, une officielle et 3 morganatiques, et un aide de camp d'une farouche loyauté. C'était un officier de cavalerie qui mesurait 2,10 m, avec une grande barbe, des éperons, des épaulettes dorées et un fusil qui ne le quittait jamais et dont il n'hésitait pas à se servir contre les maraudeurs, en particulier les enfants. Il hantait le domaine où il vivait toujours, encore que son souverain fût parti depuis longtemps. C'était du moins ce que tout le monde pensait. Encore que personne ne l'eût jamais vu, on entendait seulement le bruit de ses grandes bottes dans les feuilles mortes, quand il vous courait après parmi les fûts des arbres et des bruyères. Le cœur battant de terreur, on lui échappait cependant toujours. L'exil de ce roi, c'était quelque chose que les parents connaissaient, mais qui échappait aux enfants. Tout s'était assombri, oui, puis ça avait été une fuite générale, suivie d'une guerre. Tout cela sans nom ni date, composé de fragments de conversation entre les parents, de documentaires à la télévision, de cours d'histoire sociale, quand par hasard on écoutait, de BD du genre « Les Marines passent à l'attaque », mais tout cela vague, comme si le message était codé, crépusculaire, à jamais inexplicable. Ce domaine du roi Hiro, c'était pour les enfants le seul lien réel avec ce cataclysme qui s'était produit. Il semblait donc convenable que le gardien lancé à leur poursuite fût un ancien militaire. Cela n'inquiétait cependant pas la junte. Depuis des années, il savait qu'il ne les attraperait pas. N'avait-il pas parcouru tout le domaine sans jamais voir sa trace indubitable? Encore que les signes douteux ne manquassent point. Ce qui ne démentait pas son existence, mais prouvait plus simplement qu'ils avaient parfaitement choisi l'endroit de leur cachette. Réel ou imaginaire, ce cavalier géant était devenu leur protecteur. Le chemin traversait un bois de pins, on entendait le bruissement d'ailes des perdrix dans les branches hautes, la pluie dégoulinait, ils avançaient dans la boue avec un bruit spongieux. Venait ensuite ce qui jadis avait été une pelouse lisse comme une longue lame de houle. Elle était maintenant envahie par le chien-dent, les herbes folles et les terriers de lapins. À en croire le père de Tim, jadis, des pans faisant la roue apparaissaient sur l'immense pelouse dès qu'une voiture arrivait sur le chemin. Ouais, comme un début d'un programme en couleur. « Dis, papa, c'est quand qu'on aura la télé en couleur ?»« En noir et blanc, c'est bien suffisant, » avait répondu son père. Et les choses en étaient restées là. Une fois, Tim avait demandé à Karl si, chez lui, ils avaient la télé en couleur. « Et pourquoi l'aurait-on » avait répondu Karl. Puis tout de suite, il avait ajouté « Ah oui, bien sûr », et il avait éclaté de rire. Tout comme Étienne, le rigolo attitré, Tim savait quand son auditeur avait deviné la réplique, ce qui la rendait inutile. Il s'était demandé pourquoi Karl riait si fort. Il n'y avait tout de même pas de quoi se taper le derrière par terre, et cela montrait même une certaine logique. Karl était indubitablement de couleur. Mais, qui plus est, il semblait traîner avec lui tout un monde en couleur. Comme Tim pensait à Karl, il le voyait toujours sur le fond rougeoyant et cuivré d'un début d'automne. Quand Karl était arrivé à Minchboro et qu'ils étaient devenus amis,
C'était comme si Karl avait été perpétuellement au centre d'un automne des Berkshires, du merveilleux univers en couleurs, des dépliants touristiques. Même dans la grisaille qui régnait aujourd'hui sur le domaine, déjà privé d'une partie de sa lumière, car il appartenait au monde du passé, Karl apportait son éclat qui semblait rétablir l'équilibre. Ils quittèrent le chemin et s'enfoncèrent entre les azalées jusqu'à un canal qui faisait partie de tout un système aquatique d'îles et de jeux d'eau établi à la fin du siècle dernier. Peut-être avec l'idée d'en faire une petite Venise pour Ellsworth Baffy, le roi du berlingot, quand il avait d'abord acheté le domaine. Comme beaucoup de ceux qui vinrent bâtir des châteaux dans ces collines, c'était un contemporain de Jay Gould et de son partenaire Jubilee Jim Fisk, le joyeux promoteur des Berkshires. Une fois, à peu près en cette saison, Baffy avait donné un bal masqué en l'honneur de James G. Blaine, candidat aux élections présidentielles. Blaine n'avait pas pu venir, à cause d'un orage et d'une erreur dans les horaires des trains. Personne ne le regretta. Tous les Richards du comté des Berkshires se retrouvèrent dans l'immense salle de bal du château de sucre filé édifié par Baffy. La fête dura 3 jours. On vit partout dans la région des pierrots pâles au clair de la lune, des orang-outans hideux brandissant des dames Jeanne de torboyau local, de plantureuses comédiennes new-yorkaises aux lèvres cerises, en cape de soie, guêpières rouges et bas noirs. Des peaux-rouges, des princes de la Renaissance, des personnages de Dickens, des taureaux de cachemire et des ours avec des bouquets, des figures allégoriques représentant la libre entreprise, le progrès, le siècle des Lumières, un homard géant du Maine, qui n'eut jamais l'occasion de serrer la pince d'un candidat. Il se mit à neiger, et au dernier matin de la fête, on retrouva une colombine à demi morte de froid dans une carrière. Elle avait les orteils d'un pied gelé, si bien qu'on dut l'amputer et qu'elle ne dansa jamais plus. Quant à Blaine, il fut battu aux élections de novembre, et à son tour on l'oublia bientôt. À la mort de Baffy, son domaine fut racheté par un pilleur de train du Kansas, retiré des affaires. Le domaine fut revendu en 1932 pour une bouchée de pain à une chaîne hôtelière qui ne trouva pas l'argent pour restaurer le tout. Elle jugea finalement que le plein seau de joyaux du roi héros valait mieux que de payer les impôts pour une telle folie. Et voilà que le roi avait disparu à son tour et que le château était vide, à part la junte et peut-être l'officier de cavalerie. Une plate était dissimulée parmi les roseaux. Ils l'avaient retapée et baptisée SS Lick. Ils s'empilèrent tous à bord, Tim et Étienne se mirent aux avirons. Pierre était assis à l'avant comme une figure de proue. Une grenouille sauta devant eux. La pluie hachait la surface de l'eau. Ils passèrent sous de faux ponts vénitiens dans un remous. Certains n'avaient plus de tablier, et ils laissaient passer le ciel gris. Ils dépassèrent de petites embarcadères dont les piloris qu'on ne goudronnait plus depuis longtemps avaient pourri et s'étaient couverts de vases vertes. Ils croisèrent un kiosque ouvert à tous les vents qui agitait doucement ses stores délabrés, des statues couvertes de mousse, avec des nez droits, des feuilles de figuier, jeunes gens, demoiselles tenant des cornes d'abondance, des arcs, de bizarres flûtes de Pan, des instruments à cordes, des grenades, des parchemins enroulés, ou se donnant la main. Puis, au-dessus des saules dépouillées, apparut le château, de plus en plus imposant comme l'on s'approchait, avec ses tourelles, ses créneaux, ses arcs-boutants. L'extérieur était en bien mauvais état. Il manquait des planches, la peinture s'en allait par plaques, les ardoises tombées du toit s'étaient empilées sur le sol. La plupart des fenêtres avaient été brisées au cours des années par les razzias de garnements frissonnant à l'idée du cavalier et de son fusil. Et sur tout cela régnait une odeur de vieux bois, du bois vieux de 80 ans. Ils amarrèrent leur bateau à un anneau de fer sur une sorte de jetée, et ils pénétrèrent tous dans le château par une porte latérale. Chaque fois qu'ils venaient, ils éprouvaient le même sentiment d'un cérémonial plutôt que d'un délit. Et il fallait pour y rentrer un certain effort. L'intérieur était oppressant, il y régnait une odeur qui semblait repousser l'intrus et ne le quittait pas. Il n'aurait certes pu lui donner un nom,
tout en sentant parfaitement sa présence. Se regarder et échanger un clin d'œil faisait partie du cérémonial en question. On se sentait un peu gêné, puis l'on s'enfonçait dans la pénombre. Ils firent le tour de la pièce, où ils venaient d'entrer, car il y avait au milieu du plafond un lustre de cristal, tout couvert de toiles d'araignée, et sur lequel la poussière avait fini par former des stalactites, et ils n'ignoraient pas ce qui leur arriverait s'ils passaient dessous. La demeure était pleine de ces signaux muets, les coins obscurs d'où on allait vous sauter dessus, les parquets de guingois qui risquent de vous plonger brutalement dans des oubliettes, ou tout bonnement dans le noir sans rien à quoi se raccrocher. Les portes qui ne restent pas ouvertes après votre passage, mais qui sont calculées pour se refermer doucement si l'on y prend garde. Mieux valait éviter tout cela. L'itinéraire du repère ressemblait ainsi à un chenal plein de récifs. S'ils avaient été plus de 4, tout aurait semblé sans danger. Simplement une bande de garnements cavalant dans une vieille maison. S'ils avaient été encore moins nombreux, ça aurait été impossible de dépasser le seuil de la première pièce. Dans un chuintement, leur tennis laissait des marques humides dans la poussière. Ils traversèrent ainsi, au milieu des échos, le château du roi Hiro. Les trumeaux de miroirs leur renvoyaient leur image, sombre et comme passée. Gardaient-ils, ces trumeaux, une partie de l'image des gamins comme prix d'entrée? Les portes étaient garnies de rideaux en velours où l'usure dessinait des sortes de cartes géographiques, des mers, des continents, inconnus dans les manuels scolaires. Ils traversèrent l'office, où ils avaient découvert une antique caisse de moxie, dont il restait encore 9 bouteilles. Kim Dufay en avait cassé une sur la proue du SS Lick pour le baptiser. Et ils en avaient bu 2 en grande solennité, l'année précédente pour célébrer le succès relatif des grandes manœuvres Spartacus, enfin lors de l'admission de Karl Barrington. Ils traversèrent ensuite le cellier avec ses rangées de casiers à bouteilles, des ateliers avec leurs établis abandonnés, les dynamos accrochés au plafond comme de grosses araignées sans pattes. Ils arrivèrent enfin au cœur secret de la demeure, une pièce située derrière l'ancienne chaufferie à charbon. Étienne avait passé toute une semaine à piéger l'endroit. C'était là qu'ils se réunissaient pour délibérer. C'était là qu'ils conservaient le sodium, sous du pétrole, dans un bidon de 20 litres, et aussi les cartes sur lesquelles ils avaient marqué leurs objectifs et qu'ils rangeaient dans un bureau à cylindre. Sans oublier la liste de leurs ennemis, seul Grover y avait accès. L'après-midi s'assombrissait, les averses se succédaient et, par moments, noyaient la contrée. Tout au fond de la maison, dans le sec et le froid, la junte complotait. Cela durait depuis 3 ans. Cela faisait parfois à Tim le même effet que ces rêves que l'on fait quand on a la fièvre. On doit retrouver quelqu'un d'important dans une immense ville, pleine de visages et de signes inconnus, et l'on se débat dans une sorte de problème arithmétique, où chaque nouvelle donnée en entraîne une douzaine d'autres. Rien ne semblait devoir jamais changer, aucun objectif atteint qui n'entraînât la nécessité d'en envisager d'autres, si bien qu'on avait vite oublié les premiers qui retombaient ainsi entre les mains des adultes ou dans le domaine public. On se retrouvait ainsi au point de départ. Bien sûr, pour prendre un exemple important, Étienne avait réussi à paralyser la papeterie pendant près d'1 semaine en polluant leur eau. Et alors? Le reste continuait comme si de rien n'était. Y avait-il quelque chose de fondamentalement faux dans leur plan et qui faisait tout rater? Ce soir-là, Hogan Slothrop était censé mettre une bombe fumigène à la réunion des parents d'élèves. Il les enfumerait pour disparaître avec les archives et le rapport financier. Mais voilà qu'au dernier moment, il avait reçu un appel pour aller tenir compagnie à un membre des AA. C'était un étranger à la ville qui avait téléphoné à la section locale à cause de ses problèmes et parce qu'il avait peur. Peur de quoi? Avait demandé Tim. Cela s'était passé l'année précédente, au début de l'automne, peu après la rentrée scolaire. Hogan était venu chez Tim après le dîner. Il faisait encore jour, mais le soleil était déjà couché.
Ils étaient allés jouer au basket derrière la maison. Enfin, Tim, Hogan ruminait ses problèmes contradictoires. « Je crains qu'il ne se remette à boire, » dit Hogan, pour répondre à la question de Tim. Il lui montra un pack de lait. « Je lui porte ça. S'il a soif, il aura de quoi boire. »« Ouais, » dit Tim, qui n'aimait pas trop le lait. « Écoute, » dit Hogan, « on ne perd jamais le goût du lait qu'on avait étant enfant. Le lait, c'est épatant, c'est... Parle-moi plutôt de la bière. » Depuis quelque temps, l'idée de s'enivrer le fascinait. Hogan se fâcha. « Il n'y a pas de quoi rire. J'ai eu de la veine de m'en sortir. C'est ce que prétend mon père. Ainsi, ce type que je dois aller voir, il a 37 ans. Tu t'imagines un peu l'avance que j'avais sur lui? N'empêche que ce soir, tu es censé aller déposer cette bombe fumigène. Ben, Tim, tu pourrais le faire à ma place. Grovey et moi, on s'occupe du sodium, tu te souviens? Il faut que tout se passe en même temps. Alors dis à Grovey que je ne peux pas. Désolé, Tim, mais c'est impossible. » À ce moment-là, bien sûr, Grover était arrivé. Il lui avait expliqué le contretemps avec toute la diplomatie dont ils étaient capables, et ça n'avait pas trop bien marché. Grover leur avait fait une pendule. Il les avait traités de tous les noms, et il avait disparu dans l'ombre insidieuse descendue des montagnes, sans qu'on s'en aperçût. « Pour le sodium, ça doit être foutu aussi, hein, Tim ?» avait demandé Hogan au bout d'un moment. « Ouais. » Et c'était toujours ainsi que cela se passait. Chaque fois, ça queutait et rien n'avançait. Ce jour-là, Étienne avait joué les hommes grenouilles pour rien, juste pour rire. La papeterie allait redémarrer. Les gens retourneraient au travail. L'insécurité et le mécontentement dont Grover avait besoin, et sur lequel il comptait, pour des raisons obscures dont il ne parlait jamais, s'estomperaient. Il faudrait alors tout reprendre à zéro. « Dis donc, Tim, » avait suggéré Hogan avec cette voix de gros nounours qu'il prenait quand il voulait détendre l'atmosphère. « Et si tu venais avec moi jusqu'à cet hôtel pour m'aider à tenir compagnie à ce type? »« C'est dans un hôtel qu'il est ?» avait demandé Tim. « Ouais, » avait répondu Hogg. « Il est seulement de passage. » Et il se trouvait que personne d'autre ne voulait y aller. Nancy, la secrétaire du bureau central, avait téléphoné à Hogan en désespoir de cause. Quand finalement il avait répondu OK, elle avait dit « il va y aller » à quelqu'un qui devait se trouver dans son bureau, et Hogan avait eu comme l'impression que les deux se marraient. Tim prit son vélo et cria qu'il allait revenir. Ils avaient descendu la colline dans la nuit qui se faisait plus sombre, et ils étaient entrés en ville. C'était un beau temps d'automne, juste à ce moment où certains arbres ont déjà changé de couleur, où les insectes sont de plus en plus bruyants avec les jours qui passent et le matin. Quand le vent souffle du nord-ouest sur le chemin de l'école, on voit jusqu'aux plus hautes montagnes, et l'on distingue des faucons solitaires qui commencent à suivre la ligne des crêtes vers le sud. Malgré tout ce qui, ce jour-là, n'allait pas, Tim se sentait tout content de filer ainsi vers les lumières de la ville, en laissant derrière lui 2 pages d'arithmétique, un chapitre de sciences qu'il avait à lire, sans parler d'un film à la con. Vieille comédie romanesque des années 40, programme sur la seule chaîne que l'on pouvait capter dans le coin. Comme Tim et Hogan filaient devant les maisons, dont on avait ouvert les portes et les fenêtres pour profiter de la première fraîcheur du soir, ils voyaient le reflet vaguement bleuté des écrans qui passaient tous le même programme, et il leur parvenait des brides de dialogue. « Dis-moi, fantassin, avez-vous complètement perdu la tête ? Enfin, je veux dire, il y avait cette fille chez moi. » Plouf ! Hurlement comique. « Oh, excusez-moi, mon lieutenant, je vous avais pris pour un espion japonais. »« Et comment ça pourrait être un espion japonais à 5000 ? Je t'attendrai, Bill, je t'attendrai jusqu'à ce que... » etc. Ils passèrent devant la caserne des pompiers, où il y avait des grands assis à fumer et à discuter autour de la vieille voiture d'incendie « La France », et devant le marchand de bonbons. Mais ils n'avaient pas envie de s'y arrêter ce soir-là. Et soudain, ils arrivèrent au premier parc-mètre. Le moment était venu de ralentir et de faire attention à la circulation. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, il faisait complètement nuit. Elle était tombée sur Minchboro comme un couvercle. Les magasins fermaient. Ils garèrent leurs bicyclettes et entrèrent dans le hall. Le portier de nuit, qui venait de prendre son service, leur jeta un sale œil. « Alcoolique anonyme, vous voulez rigoler ?»« Mais enfin, c'est vrai, dit Hogan, en lui montrant le pack de lait. On voudrait voir M. McAfee.
chambre 217. Le portier, qui avait toute une nuit devant lui, téléphona et parla à M. Mahaffy. Puis il raccrocha. Il avait un drôle d'air. « Ça me fait l'impression d'être un nègre, dit-il. »« On peut monter ?» demanda Hogan. Le portier haussa les épaules. « Il dit qu'il vous attend. Si vous avez des problèmes, vous avez qu'à décrocher et ça sonnera en bas. »« Bien, » dit Hogan. Ils traversèrent le grand hall vide, entre ces deux rangées de fauteuils, et prirent l'ascenseur. La chambre de M. Mahaffy était au 2e étage. Tim et Hogan se regardaient sans rien dire. Ils frappèrent un moment à la porte avant qu'on répondît. Il n'était pas tellement plus grand qu'eux. C'était un noir avec une petite moustache. Il portait un cardigan gris et il fumait. « Je croyais qu'il rigolait, » dit M. Mahaffy. « Vous êtes vraiment des AA ?» « Lui, dit Tim. » Le visage de M. Mahaffy prit une expression bizarre. « Bah, dit-il enfin, c'est curieux. Les gens d'ici sont aussi curieux que ceux du Mississippi. Ok, vous avez fait ce que vous vouliez, vous pouvez partir maintenant. »« J'avais compris que vous vouliez qu'on vous aide, dit Hogan, l'air surpris. M. Mahaffy leur laissa le passage. « Ça, c'est vrai, pour sûr. Alors, vous voulez vraiment entrer ?» Ça n'avait pas l'air de beaucoup l'intéresser. Ils entrèrent et Hogan posa son lait sur le petit bureau dans le coin. C'était la première fois qu'ils entraient dans une chambre de l'hôtel ou qu'ils parlaient à un noir. M. Mahaffy était contrebassiste, mais il n'avait pas son instrument. Il revenait d'un concert à Lenox et il ignorait complètement comment il se trouvait là. « Ça m'arrive, dit-il. J'ai ces périodes confuses. Je suis à Lenox et puis soudain je me retrouve, comment appelez-vous ce bled ? À Minchboro. Est-ce que ça vous arrive aussi ? » « Non, répondit Hogg. J'ai été malade, rien de plus. Et vous voilà désintoxiqué de l'alcool. Définitivement, je ne bois plus que du lait. »« Vous voilà accroché au lait, mon vieux, » dit alors M. Mahaffy, avec un sourire blême. « Bon, demanda Hogan. Et qu'est-ce que je suis censé faire exactement ? » « Bah, me parler, répondit M. Mahaffy. Ou alors c'est moi qui parlerai, jusqu'à ce que je réussisse à m'endormir. À moins que quelqu'un, Gilles, puisse venir me chercher ici. Vous comprenez ? »« C'est votre femme ? demanda Tim. »« À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux, se mit à fredonner M. Mahaffy d'un air amusé. Sans blague, ça s'est bien passé comme ça. »« Vous voulez en parler ? demanda Hogan. »« Non, je ne crois pas. » Alors Tim et Hogan entreprirent de raconter à M. Mahaffy les histoires de l'école et de la ville, et ce que faisaient leurs parents. Mais comme il leur inspirait confiance, ils en vinrent vite à lui confier leurs secrets, comment Étienne avait foutu la papeterie en panne, et à lui parler de leurs repères et de la réserve de sodium. « Ah, le sodium !» s'exclama M. Mahaffy. « Je me souviens, une fois j'en ai jeté dans les cabinets de l'école. D'abord, j'avais tiré la chaîne et puis j'ai jeté le sodium. Dès qu'il a touché l'eau, boum ! Cela se passait à Beaumont, au Texas, où j'habitais. Le principal s'amène dans la classe, l'air solennel, avec à la main un morceau de la cuvette des cabinets, et il demande « Lequel d'entre vous, messieurs, est responsable de cet attentat ?» Hogan et Tim se tenaient les côtes. Ils lui racontèrent la fois où Étienne, perché dans un arbre avec son lance-pierre, avait entrepris de lancer dans une piscine à côté de laquelle on donnait un cocktail party très chic de petites boulettes de sodium, et comment les gens s'étaient sauvés dès la première explosion. « Rien que du beau monde par ici, » remarqua M. Mahaffy. « Piscine privée, domaine, etc. »« Pas nous, dit Tim. Nous, on vient en douce la nuit nager dans les piscines. La plus belle, c'est celle de la propriété Lovelace. Avez-vous envie d'y aller ? Il doit encore faire assez chaud. »« Tiens, oui, on pourrait y aller, » ajouta Hogg. « Venez donc avec nous. »« Bah, » commença M. Mahaffy. Il avait l'air un peu gêné. « Pourquoi pas ? » demanda Hogg. « Vous devriez être assez grand pour comprendre, » continua M. Mahaffy, qui commençait à montrer des signes d'agacement. Il les regarda, hocha la tête et se fâcha carrément tout rouge. « Et si je me fais prendre, Coco, tout va me tomber sur le dos. »« Personne ne se fait jamais prendre, » dit Hogan pour le rassurer. M. Mahaffy s'allongea sur le lit et se mit à contempler le plafond. « Quand on est de la couleur qu'il faut, on ne se fait jamais prendre, » murmura-t-il dans un souffle. Mais les deux autres l'entendirent.
Alors, dit Tim, de nuit, vous ne devriez avoir aucun problème. Et puis, vous êtes plus grand et vous devez courir plus vite. Sans blague, si nous on le peut, ça devrait être OK pour vous, monsieur McAfee. Monsieur McAfee les regarda, et il alluma une nouvelle cigarette, au mégot de la précédente, sans quitter les deux gamins des yeux. Difficile de dire à quoi il pensait. Plus tard, peut-être, finit-il par dire, après avoir écrasé le mégot en question. Je vais vous expliquer ce qui m'inquiète là-dedans. C'est à cause de l'eau dans cette piscine. Si l'on est même vaguement alcoolique, ça peut provoquer toutes sortes de réactions curieuses. Jamais ressenti ça, Hogan ? Non, fit Hogan. Parce que moi, ça m'est arrivé dans l'armée. Où étiez-vous pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Demanda Tim. Est-ce que vous avez combattu contre les Japonais ? Non, j'ai raté ça, répondit M. McAfee. J'étais trop jeune. Nous aussi, on a raté ça, lui dit Hogan. Mais j'étais dans l'armée pendant la guerre de Corée. Seulement, je n'ai pas quitté les États-Unis. J'étais dans un orchestre militaire à Fort Ord, en Californie. Et partout, dans les collines autour de Monterey, il y a ces petits bars. N'importe qui peut entrer et se mettre à jouer, si l'envie lui en prend. Il y avait des quantités de pros. Quand ils étaient mobilisés, on les expédiait à Ord. C'étaient des gars qui travaillaient à L.A. Dans les orchestres des studios, pour la plupart. Alors, c'était pas le talent qui manquait, en général. Un soir, qu'on était dans une boîte en bordure de route, 4 d'entre nous, on faisait un bœuf, pas mal d'ailleurs, on était tous un peu noirs, dans le coin, c'est pas le pinard qui manque. Ils en fabriquent des quantités dans cette vallée dont le nom m'échappe. Donc on picolait et on jouait des blues, des machins comme ça. Arrive une dame, une blanche, le genre qui s'installe à côté de la piscine dans les cocktail parties, vous voyez ? Une dame forte, pas grosse, juste un peu forte. Elle dit qu'elle veut qu'on vienne à une soirée qu'elle donne. Ça devait être un mardi ou un mercredi. On trouve ça curieux qu'elle donne une soirée justement un jour comme ça. Alors elle nous dit que ça dure depuis le week-end. Non-stop en quelque sorte. D'ailleurs, on verra bien que c'est vrai en arrivant. Tu parles, on les entend gueuler et foutre le bordel à plus d'1 kilomètre. Le saxophone, baryton, un rital, Sheldon quelque chose, a pas franchi le seuil qu'il avait déjà 2-3 filles qui lui sautent dessus en lui proposant, enfin bref, et la bibine qui coule à flot. Tu dirais les gens qui font la chaîne pendant un incendie. Et tu sais quoi ? Du champagne. Parfaitement. Du champagne d'excellente qualité. On en boit toute la nuit. Au petit matin, tout le monde est raide, on arrête de jouer. Je m'étais allongé à côté de la batterie et je m'étais endormi. Puis j'entends cette fille qui se marre. Je me lève, le soleil dans les yeux. Il est 9 ou 10 heures du matin, pas plus. Je devais avoir une gueule de bois terrible. Eh bien, pas du tout, mon vieux. Une forme splendide. Je fais quelques pas sur la petite terrasse. Il fait froid, avec du brouillard qui cache le haut des arbres, des pins, si je me souviens bien, avec ses troncs très droits. Le fond de la vallée et l'océan sont marqués par la brume. Le Pacifique. Venant de la côte, on entend l'artillerie à l'entraînement, à Ord. Les coups de canon dans le brouillard. Boum, boum. Aucun autre bruit. Je vais vers la piscine à la recherche de la fille qui riait, et je tombe sur ce vieux Sheldon. Il arrive en courant avec la fille qu'il poursuit. Il me rentre dedans. Elle ne peut pas s'arrêter à temps. Et tous les trois, on tombe tout habillés dans la piscine. J'avale un tout petit peu de cette eau, et vous savez ce qui arrive ? Je me retrouve exactement comme j'étais pendant la nuit, à avaler tout ce champagne. Qu'est-ce que vous en dites ? Terrible, dit Hogan. Enfin, je veux dire, pas la partie boisson. Ouais, terrible, dit M. McAfee. Le seul matin comme ça. Il resta silencieux un moment, le téléphone sonna. C'était pour Tim. On peut venir ? La voix de Grover. Il faut un coin où Étienne puisse se cacher ce soir. Il devait avoir réfléchi à son attaque de la papeterie et s'être dit que ce n'était plus une plaisanterie et que si les flics lui tombaient dessus, il découvrirait peut-être les autres conneries qu'ils avaient faites et qu'il ne s'en tirerait pas comme ça. Et ils iraient d'abord jeter un coup d'œil chez lui. Dans cet hôtel, il avait une chance d'échapper à leur coup de filet. Tim demanda la permission à M. McAfee, qui accepta, visiblement à contre-cœur. « Ne vous en faites pas, dit Hogan. Étienne a juste peur, comme vous. »« Et vous, vous avez jamais peur ?» demanda M. McAfee. Il avait une drôle de voix maintenant. « Pas de l'alcool, » répondit Hogan. « Mais ça n'a jamais dû être à ce point-là pour moi. »« Ouais, juste un mauvais moment, je vois.
Il était allongé sur son lit, sa tête toute noire sur l'oreiller. Tim vit que M. McAfee s'était mis à transpirer abondamment. La sueur dégoulinait le long de son cou et imprégnait l'oreiller. Il semblait vraiment mal en point. « Je peux aller vous chercher quelque chose ?» demanda Tim, soucieux. Comme l'autre ne disait rien, il répéta sa question. « Un coup à boire, dit M. McAfee, à la cantonade. » Il montra Hogan du doigt. « Vous pouvez pas convaincre votre copain de me faire avoir un petit truc pour me détendre ? Sérieusement, je crois que j'ai besoin de quelque chose. »« Impossible, dit Hogan. Tout est là. Et c'est pourquoi je suis venu. »« C'est votre idée ? Eh bien, vous avez tort. » M. McAfee se leva péniblement, comme s'il avait mal au ventre, et il décrocha le téléphone. « Vous pourriez me monter une bouteille de Jim Beam ?» Et il compta soigneusement le nombre de personnes dans la chambre. « 3 verres ? Ah bon ? Ok. Alors juste un verre. Ah, il y a déjà un verre ici. » Il raccrocha. « C'est des petits malins, Minchboro, Massachusetts, des vrais petits malins. Écoutez, pourquoi nous avez-vous appelés ? Demanda Hogan. Il y avait quelque chose dans sa voix qui montrait qu'à tout moment, il risquait d'éclater en sanglots. Pourquoi avoir contacté les AA ? Si c'était juste pour vous saouler de toute façon. J'avais besoin d'aide, expliqua M. McAfee. Et je me disais qu'on m'aiderait. Alors là, j'ai été servi. Voyez qui on m'a envoyé. Bah ça, dit Tim. Hogan s'était mis à pleurer. Ok, dit M. McAfee. Allez-vous-en, rentrez chez vous. Hogan cessa de pleurer et prit un air résolu. Je reste. Rien du tout, partez. Vous êtes les rigolos de la ville. Alors vous devriez comprendre la plaisanterie. Allez dire aux AA qu'ils vous ont bien eu. Montrez-leur que vous êtes beaux joueurs. Ils étaient tous plantés là à se regarder, dans cette petite chambre, avec sur le mur un chromo représentant un vase de chrysanthème. À côté de la porte, le règlement de l'hôtel encadré, un pot à eau vide couvert de poussière et un verre. Un unique fauteuil, un lit étroit avec un couvre-pied beige, une odeur de désinfectant. Il semblait qu'aucun d'eux n'irait plus nulle part, qu'ils allaient rester plantés là comme les personnages d'un cabinet de cire. C'est alors qu'arrivèrent Grover et Étienne. Les autres les firent entrer. M. McAfee mit les poings sur ses hanches et retourna au téléphone. « Dis donc, vous ne voudriez pas me débarrasser de ces gamins ? Merci. » Étienne semblait sous l'effet d'un choc. Il avait l'air 2 fois plus gros que nature, et il ne cessait de répéter « Je crois que les flics nous ont vus. » Qu'en penses-tu, Grovy ? Il avait avec lui tout son matériel de plongée, car il pensait que si on le trouvait chez lui, ce serait une charge accablante. « Il est nerveux, dit Grover. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez des ennuis ? » On essaie de l'empêcher de se remettre à boire, dit Hogan. Il a téléphoné au AA et maintenant il veut qu'on s'en aille. Grover s'adressa à l'homme. J'imagine que vous connaissez le rapport qui existe entre l'alcoolisme et les maladies de cœur, les infections respiratoires chroniques, la cirrhose du foie. Le voilà, dit M. McAfee. Sur le pas de la porte restée entr'ouverte se tenait Beto Koufifo, groom et pochard municipal. Il aurait dû être à la retraite, en train de vivre au crochet de la sécurité sociale, mais il était mexicain et recherché dans son pays pour contrebande ou vol de voiture. Cela dépendait de son interlocuteur. Comment l'idée lui était venue de s'installer dans les Berkshires, personne ne le savait. Les gens le prenaient tout le temps pour une autre variété d'étrangers plus vraisemblables, Canadiens, Français, Italiens. Cette ambiguïté semblait beaucoup l'amuser, et c'était probablement ce qu'il retenait à Minchboro. « Et une bouteille de gnôle, annonça Beto. Ça fera 6,50 $. Quoi, 6,50 $? C'est importé d'où, ça ? Demanda M. McAfee. Il avait sorti son portefeuille, il y jeta un petit coup d'œil. Tim vit que, dedans, il n'y avait qu'un seul billet. « Dites-leur ça au bureau, hein, dit Beto. Moi, je transporte la marchandise. Vous mettez ça sur ma note, n'est-ce pas ? Dit M. McAfee, en tendant la main vers la bouteille. Beto mit la bouteille en question derrière son dos. Il dit qu'il faut payer tout de suite. Son visage était tellement ridé qu'il était difficile d'y déceler une expression quelconque. Mais Tim se dit qu'il devait sourire, un vilain sourire. M. McAfee sortit son dollar et le tendit à Beto. « Allez, mettez ça sur ma note. » Tim le regardait transpirer.
Personne d'autre dans la chambre ne semblait pourtant avoir tellement chaud. Béto prit le dollar et dit « Maintenant, ça fait 5,50 $. Désolé, monsieur, faudra vous arranger avec l'autre, au bureau. » « Dites donc, les gars, demanda M. McAfee, est-ce que vous avez du fric ? 5,50 $, vous pourriez peut-être me prêter ça. »« Pas pour acheter du whisky, répondit Hogan, même si je les avais. » Les autres fouillèrent dans leurs poches et comptèrent combien ils avaient dans leurs mains. Le total ne devait pas dépasser 1,25 $. Il manque encore 4,25 $, remarqua Béto. « C'est une vraie caisse enregistreuse, ce type, » s'exclama M. McAfee. « Allez, mon garçon, montrez un peu cette bouteille. »« Vous voulez pas me croire, » dit Béto en montrant le téléphone. « Ils vous le diront, demandez-leur. » Pendant une seconde, on aurait pu croire que M. McAfee allait appeler, mais il dit finalement « Écoutez, on la partage, ok ? Vous devez avoir soif, avec tout le travail que vous faites. »« J'en bois jamais, » dit Béto. « Je préfère le vin. Bonsoir, monsieur. » Il posa la main sur le bouton de la porte. M. McAfee lui sauta dessus et tenta de s'emparer de la bouteille. Béto, pris par surprise, la laissa tomber. Elle tomba sur le tapis et roula 60 centimètres plus loin. M. McAfee et Béto se tenaient par les bras et luttaient maladroitement. Hogan ramassa la bouteille et sortit en courant. M. McAfee le vit et murmura quelque chose comme « Mon Dieu !» et il essaya d'échapper à Béto. Avant qu'il atteignît la porte, Hogan avait une bonne avance. M. McAfee dut s'en rendre compte et il resta planté là. Béto sortit son peigne et se mit à recoiffer ce qui lui restait de cheveux. Ensuite, remontant sa ceinture et regardant M. McAfee d'un air furieux, il le contourna et marcha à reculons jusqu'à l'ascenseur, ne quittant pas le noir de l'œil comme s'il le défiait de recommencer. Grover, Tim et Étienne étaient plantés là et ne savaient trop que faire. M. McAfee faisait maintenant un drôle de bruit dans sa gorge, un son qu'il n'avait jamais entendu chez un être humain. Cependant, Norman, une sorte de chiot rouquin qui traînait parfois avec Pierre, quand le basset n'était pas en train de dormir, s'était une fois étranglé avec des os de poulet qu'il avait chippés quelque part. Il était resté étendu dans le noir et avait fait un peu ce bruit-là, jusqu'à ce que le papa de Grover prenne le chien et l'emmène dans sa voiture. M. McAfee était debout contre le chambranle de la porte, et il faisait un peu ce bruit-là. « Bon, » dit finalement Grover, et il alla prendre la main, guère plus grande que la sienne, mais foncée, de M. McAfee qu'il essaya d'arracher à son chambranle. Tim dit « Oui, c'est ça, venez », et ils finirent par l'éloigner de cette porte, tandis qu'Étienne repliait le couvre-pied. Ils le firent s'allonger et étalèrent le couvre-pied beige sur lui. Soudain, on entendit une sirène dehors. « Les flics !» s'exclama Étienne, et il se sauva en courant dans la salle de bain. La sirène passa devant l'hôtel. Tim regarda par la fenêtre. C'était une voiture de pompiers qui filait vers le nord. Quand tout fut à nouveau calme dans la chambre, ils entendirent l'eau couler dans la baignoire, et M. McAfee qui pleurait. Il était couché sur le ventre, il tenait son oreiller à deux mains et il pleurait, la tête enfoncée dedans, à la façon des petits-enfants, aspirant l'air avec une sorte de coassement avant de reprendre un long gémissement, comme si cela ne s'arrêterait jamais. Tim ferma la porte et s'assit à la chaise du bureau. Grover était dans le fauteuil à côté de lui, et c'est ainsi qu'ils commencèrent leur veille. D'abord, il a pleuré. Ils sont restés assis à l'écouter. Que faire d'autre ? Le téléphone a sonné. C'était le portier de l'hôtel. Il voulait savoir comment ça se passait. Grover a répondu « Ok, il va mieux, ça va s'arranger ». Quand Tim a dû aller faire un tour à la salle de bain, il a trouvé Étienne tapi au fond de la baignoire, avec tout son équipement de plongée. On aurait dit une grosse pastèque noire avec des pattes. Tim lui a tapé sur l'épaule et l'autre s'est mis à battre l'eau comme pour s'enfoncer plus profond. « C'est pas les flics », a crié Tim, « c'est moi, Tim ». Étienne a fait surface et il a ôté son schnorkel. « Je me cache, j'ai essayé de faire de la mousse sans surface, mais je n'ai trouvé que cette petite savonnette, et puis ça ne tient pas. »« Viens donc nous aider, » lui a dit Tim. Alors Étienne s'est amené, en laissant des flaques derrière lui, et il s'est assis par terre. Et ils sont restés assis tous les trois à écouter le type pleurer. Il a pleuré ainsi un bon bout de temps, et il a fini par s'endormir.
Parfois il se réveillait et il se mettait à parler, longtemps, longtemps, avant de se rendormir. De temps en temps, il y avait un des gamins qui s'endormait à son tour. Tim, cela lui faisait un peu le même effet que lorsqu'il était chez Grover et que, sur la radio, il entendait les flics, les capitaines au long cours et les mariniers, et toutes ces voix rebondissant sur le dôme invisible du ciel pour redescendre par l'antenne de Grover et venir meubler les rêves de Tim. C'était comme si M. McAfee avait émis de quelque part très loin, leur parlant de choses dont, le jour venu, Tim ne serait pas trop sûr, un frère qui, pendant la Grande Dépression, était parti un beau matin. Il avait réussi à monter dans un train de marchandises, et il avait disparu. Et puis un jour, il leur avait envoyé une carte postale de Los Angeles, et M. McAfee, qui à l'époque n'était qu'un gamin, avait décidé de le suivre par le même chemin. Seulement, la première fois, il n'avait pas dépassé Houston. Puis il avait vécu avec une Mexicaine pendant un bout de temps. Il y avait un machin qu'elle buvait tout le temps, mais Tim n'avait pas compris le mot. Elle avait un petit garçon qui était mort d'une morsure de serpent à sonnette. Dans son rêve, Tim avait vu le serpent dressé vers lui, et il avait poussé un cri de terreur qui l'avait réveillé. Et puis, un matin, elle était partie, comme l'avait fait son frère à lui, dans l'aube vide, juste avant que le soleil se lève. Il avait passé des nuits assis tout seul dans les docks à regarder au coin le golfe dans la nuit, là où les lumières cessaient, comme un énorme trou noir. Il y avait des gangs qui se battaient tout le temps dans les rues du voisinage, ou alors sur la plage sous le soleil implacable de l'été. Et puis, de temps en temps, un bœuf à New York. À L.A., des trucs minables, avec des orchestres de saxo ténors à la gomme qu'il fallait mieux oublier. Facile à dire. Il avait été ramassé par les flics, il l'avait collé au placard, il avait été copain avec des types qui s'appelaient Le Grand Couteau, Paco la Lune, un certain Francis X, Fauntleroy, qui lui avait piqué sa dernière demi-palmale un matin où il dormait avec une sacrée gueule de bois, après avoir mélangé la marijuana et le pinard en compagnie d'un projectionniste de ses amis, sous l'écran d'un drive-in aux portes de Kansas City, un énorme machin en demi-cercle avec un film de John Wayne qui emplissait l'écran géant de son tintamarre. « Blood Alley », dit Tim doucement. « Oui, moi aussi, j'ai vu ça. » M. McAfee s'est rendormi, puis il s'est souvenu d'une autre fille. Il l'avait rencontrée en autocar. Elle jouait du saxo ténor et elle venait de plaquer un musicien blanc. Ils avaient quitté Chicago en direction de l'ouest. Ils étaient assis tous les deux sur la banquette arrière, au-dessus du moteur. Ils se chantaient des bouts de refrain. Pendant la nuit, elle avait fini par s'endormir sur son épaule. Elle avait de beaux cheveux brillants, très doux. Elle était descendue près de Cheyenne en disant qu'elle avait envie de descendre en direction de Denver. Et il ne l'avait jamais revue. Il avait simplement vu sa petite silhouette sortir de la gare routière et traverser la rue en direction du vieux dépôt des chemins de fer, parmi les chariots à bagages qui ressemblaient aux charrettes dans les films de cow-boys. Elle portait son étui à saxophone et elle lui avait fait au revoir quand le car avait démarré. C'est ainsi qu'une fois il avait laissé Gilles, là. Cela s'était passé à Lac-Charles, en Louisiane, à l'époque où, comme Polk, ça marchait très fort. Les rues étaient pleines de soldats complètement saouls. Ils chantaient « J'ai vu venir la conscription, j'ai reçu ma convocation. Mon garçon, on a besoin de toi. Que deviendrait l'armée sans toi? Et me voilà au FTA. » « C'est quoi, ça, le FTA ?» a demandé Grover. « Future Teachers of America », a répondu M. McAfee. « Un truc très chic pour les futurs professeurs. » Gilles repartait vers le nord, peut-être Saint-Louis. Lui, il rentrait chez lui, à Beaumont, où l'attendait sa mère malade. Avec Gilles, il avait vécu à Algiers, en face de la Nouvelle-Orléans, sur l'autre rive du Mississippi. Ce coup-là, ça avait duré 2 mois, pas comme à New York. Là, ça avait duré plus longtemps. Ni à L.A., un vrai désastre. Ils étaient parvenus à la conclusion mélancolique qu'il fallait se dire adieu à l'embranchement, plein de poivreaux au beau milieu de la nuit. « Hey, Jill! Hey, baby !»« Qui ça ?» dit Grover. « Sa femme, dit Tim. »« Jill ?» a répété l'homme sur le lit. Il a les yeux fermés et il semble avoir du mal à les rouvrir. « C'est Jill ?»
Vous avez dit qu'elle allait venir vous chercher, dit Tim. Non, mon vieux, elle ne va pas venir, non. Qui vous a raconté ça? Il ouvre soudain des yeux d'un blanc effrayant. Faut l'appeler, hein, Hogan? Vous voulez l'appeler pour moi? C'est Tim, dit Tim. Quel numéro? Dans mon portefeuille. Il a sorti un vieux portefeuille en box marron, gonflé de papier et de toutes sortes de trucs. Voilà, il a farfouillé dedans, en éparpillant plein de choses. Il en a tiré des vieilles cartes pour des agences, des marchands d'auto, des restaurants aux quatre coins du pays, et un calendrier vieux de 2 ans, avec au dos les dates de matchs de football auxquels participait l'Université du Texas, et une série de 4 photomatons pour 25 cents qui leur présentaient en uniforme, le sourire aux lèvres, serrant contre lui une fille en manteau blanc. Elle baissait les yeux et elle faisait un petit sourire, elle aussi. Un lacet de rechange, une boucle de cheveux dans une enveloppe qui portait dans l'angle le nom d'un hôpital. Un vieux permis de conduire militaire, périmé depuis longtemps, des aiguilles de pin, une hanche de saxophone, encore des petits bouts de papier de différentes formes et de toutes les couleurs. Il y en avait un bleu, avec écrit dessus Jill, et une adresse à New York avec un numéro de téléphone. Voilà. Tim a pris le papier. Appelez-la en PCV. Vous savez comment on fait? Il faut demander une ligne extérieure. Personnel pour Miss Jill. Il claque des doigts, ça va lui revenir. Oui, Miss Jill Pattison. C'est ça. Il est tard, dit Tim. Est-ce qu'elle va être encore levée? Monsieur McAfee ne répond rien. Tim a eu la ligne. L'interurbain. Il a demandé son numéro. Vous ne voulez pas que je leur donne mon nom? Non, non. Dites que c'est pour Carl McAfee. Puis plus rien. Enfin, l'opératrice a rappelé et au bout d'un bon moment, quelqu'un a décroché, un homme. Non, non, elle est partie pour la côte la semaine dernière. Avez-vous un autre numéro où l'on pourrait la joindre? A demandé l'opératrice. Il y a une adresse quelque part. Il s'est éloigné, silence. C'est à ce moment-là que Tim s'est senti au bord d'un abîme devant lequel il s'était tenu. Combien de temps sans le savoir? Après l'avoir sondé, il s'est reculé épouvanté. Mais auparavant, il a appris sur la nuit quelque chose de très inquiétant. Il fait nuit ici, et aussi à New York, et probablement aussi sur cette côte dont l'homme a parlé. Une nuit qui s'étend sur la terre entière et rend invisibles les minuscules créatures qui l'habitent. Il serait tout à fait impossible d'y retrouver quelqu'un dont on aurait vraiment besoin, à moins, comme Tim, de passer sa vie dans une maison, avec un père et une mère. En jetant un coup d'œil à M. McAfee, allongé sur le lit, il a soudain compris la détresse de cet homme. Qu'allait-il devenir si l'on ne retrouvait pas cette femme? C'est à ce moment-là que l'autre, au bout du fil, est revenu avec une adresse. Tim l'a recopiée. L'opératrice lui a demandé si elle devait demander les renseignements à Los Angeles. « Oui, a fait M. McAfee. Mais si elle est à Los Angeles, elle ne pourrait pas venir vous chercher. Il faut que je lui parle. » Après toute une série de bruits divers, comme si des doigts avaient fouillé dans le noir sur toute la surface du continent à la recherche d'une personne parmi tous ces millions d'habitants, la demoiselle finit par dénicher Jill Pattison, à qui elle demande si elle accepte la communication de Carl McAfee en PCV. « Qui ça ?» demande la dame. On frappe à la porte. Grover y va. La demoiselle du téléphone répète le nom de M. McAfee. La dame demande encore « Qui ça ?» Il y a 2 agents de police devant la porte. Étienne, qui s'était assis sur le lit, pousse un cri et détale en direction de la salle de bain. Il replonge dans sa baignoire avec un grand plouf. « Léon le portier pense qu'on devrait jeter un coup d'œil ici, » dit le premier flic. « C'est ce type qui vous a amené ici, les gosses ?» Le portier sait bien que non, répond Grover. « Qu'est-ce que je... » demande Tim en brandissant le combiné. « Raccroche, laisse tomber, » répond M. McAfee. Il est allongé, les poings crispés, il regarde les flics. « Dis donc, mon vieux, » dit le second flic. « Le groom prétend que vous n'aviez pas sur vous le prix d'une bouteille de whisky tout à l'heure. »« C'est exact, » répond M. McAfee. « Ici, c'est une chambre à $7 la nuit. Avec quoi vous allez payer ?»« Je ne vais pas payer, » répond M. McAfee. « Je suis un vagabond. »« Allez, en voiture, » dit le premier flic. « Attendez, » intervient Tim. « Vous pouvez pas l'emmener, il est malade. Demandez au AA, ils le connaissent. »« Du calme, mon garçon, » dit le second flic.
On va lui fournir une jolie chambre gratuitement pour ce soir. Appelez le docteur Schlottrop, dit Tim. Entre-temps, les flics ont sorti M. McAfee de son lit et ils le traînaient vers la porte. « Et mes affaires ?» proteste-t-il. « On s'en occupera. Allez, venez. Vous aussi, les gosses. Il est temps de rentrer chez vous. » Tim et Grover les suivirent sur le palier. Ils prirent l'ascenseur avec eux, passèrent devant le portier et se retrouvèrent dans la rue, pendant que les flics emballaient M. McAfee dans la voiture de patrouille. Tim se demanda si leur voix était déjà passée sur la radio de Grover et s'ils avaient figuré dans ses rêves. « Faites attention, leur cria-t-il. Il est vraiment malade. Il faut que vous en preniez soin. »« Ça, on va en prendre soin, » répondit le flic qui ne conduisait pas. « D'ailleurs, il le sait bien, regardez-le. » Tim regarda. Il ne put distinguer que le blanc des yeux et des pommettes que la sueur rendait luisantes. La voiture démarra dans un grand rugissement et l'odeur du caoutchouc brûlé flotta derrière. Jamais ils ne le revirent. Le lendemain, ils allèrent au commissariat, mais les flics leur dirent qu'on l'avait emmené à Pittsfield, et il était impossible de savoir s'il disait la vérité. Quelques jours plus tard, la papeterie fut remise en marche, puis il fallut s'occuper de l'opération Spartacus. Nunzi Passarella eut alors l'idée d'aller chercher des batteries de voitures au chantier du père d'Étienne. 2 vieux projecteurs, de la cellophane verdâtre, et de monter le tout au bout de la tranchée par laquelle le chemin de fer sort de Minchboro. C'est un endroit où le train doit ralentir à cause d'une courbe. Il fallait aussi une 50aine de gamins avec des masques de monstres d'hiver, des capes, des accoutrements de chauves-souris, etc. Tout le monde s'installerait sur les pentes et quand le train arriverait à l'entrée de la courbe, on allumerait les projecteurs verdâtres et l'on verrait bien ce qui arriverait. Il ne vint que la moitié des gosses prévus, mais ce fut quand même un beau succès. Le train s'arrêta dans un horrible bruit de ferraille. Les dames se mirent à hurler, les contrôleurs à pousser de grands cris. Puis Étienne coupa les projecteurs, les gosses escaladèrent les flancs du talus et disparurent dans les champs. Grover, qui portait un masque de zombie qu'il avait conçu, devait par la suite dire quelque chose de très bizarre. « Je me sens différent, et mieux depuis que j'ai été vert. Si même c'était seulement verdâtre, et pendant rien qu'1 minute. » Ils n'en parlèrent jamais, mais Tim avait exactement la même impression. Au printemps, avec Étienne, ils sautèrent dans un train de marchandises pour la première fois de leur vie. Et ils allèrent jusqu'à Pittsfield, voir un négociant du nom d'Artie Cognomen. Un gros, au visage impassible, il venait de Boston et l'on aurait dit un conseiller municipal. Il fumait une petite pipe qui représentait la tête de Winston Churchill et dans laquelle on pouvait mettre un cigare. Artie était marchand de farce et attrape. « Parmi les nouveautés de printemps, j'ai un très joli verre baveur, leur annonça-t-il. Des coussins amusants, des cigares explosifs. Non, interrompit Étienne. Quelle sorte de déguisement avez-vous? Artie leur déballa tout son stock, perruques, faux nez, lunettes avec derrière des yeux en boutons de bottines. Mais finalement, ils se décidèrent pour de fausses moustaches, que l'on pouvait s'accrocher sous le nez, et 2 pots de crème noire pour le visage. « Vous devez être singulièrement réactionnaire, » leur déclara M. Cognomen. « Ça fait des années que j'ai ces trucs-là en magasin, peut-être même que ça aura blanchi. C'est pour une reprise de la revue Nègre ou quoi ?»« C'est pour ressusciter un ami, » répondit Étienne sans même réfléchir. Lui et Tim se regardèrent tout surpris, comme si une 4e personne présente dans la pièce avait dit cela. Cet été-là, les Barrington venaient de s'installer à Northumberland Estates. Les gosses, comme d'habitude, en avaient été les premiers avertis. Leurs parents semblaient soudain parler surtout de cette arrivée des Barrington. Ils utilisaient des mots du genre « intégration » ou « forcer le barrage ». « C'est quoi ça, l'intégration » demanda Tim à Grover. « C'est le contraire de la différenciation » répondit Grover, qui était en train de dessiner sur son tableau vert X et Y en abscisse et en ordonnée, avec une courbe. Appelons cela fonction de X, considérant les valeurs de la courbe pour de très petites variations de X, traçons des lignes verticales perpendiculaires à l'abscisse, comme les barreaux d'une cellule. On peut en dessiner autant que l'on veut.
Jusqu'à ce que ça fasse un mur? Non, ça ne deviendra jamais massif. Si c'était une prison, et ceci des barreaux, celui qui se trouverait derrière, s'il pouvait prendre la taille qu'il veut, pourrait toujours se faire assez mince pour passer à travers. Peu importe le rapprochement des barreaux. « Et c'est ça, l'intégration » dit Tim. « La seule que je connaisse » répondit Grover. Tard dans la nuit, ils se branchèrent sur la chambre des parents de Grover pour essayer de capter quelque chose sur l'arrivée de cette famille noire. « Les gens sont embêtés » disait M. Snood. « Ils ne savent pas s'ils doivent commencer à vendre ou s'accrocher. Il suffit qu'un solde s'affole. »« Heureusement qu'ils n'ont pas d'enfants » ajouta la mère de Grover. « Autrement, l'association des parents d'élèves ne tarderait pas à s'affoler aussi. » Intrigués, ils envoyèrent Hogan à la prochaine réunion de parents pour voir ce qui s'y tramait. Le rapport de Hogan confirma ce qu'ils avaient entendu. On a dit qu'ils n'avaient pas d'enfants, mais qu'il fallait veiller au grain et prévoir ce que l'on ferait si cela se produisait. Ils comprenaient mal ce qui pouvait bien effrayer leurs parents. Il se révéla qu'ils étaient non seulement effrayés, mais de plus mal informés. Le jour où les Barrington emménagèrent, Tim, Grover et Étienne allèrent y faire un tour dès la sortie de l'école. La maison n'était pas différente des autres qui se trouvaient dans le lotissement. C'est alors qu'ils virent, appuyé à un réverbère, le gosse qui les regardait. Il était élancé et noir, et malgré la chaleur, il portait un sweater. Les autres se présentèrent et dirent qu'ils allaient à la passerelle lancer des bombes à eau sur les autos. Avait-il envie de venir avec eux? « Comment tu t'appelles » demanda Étienne. « Eh bien, » dit le gosse en claquant des doigts, « Karl. »« Ouais, Karl Barrington. » Il s'est révélé par la suite que pour lancer une bombe à eau sur un pare-brise, c'était un véritable champion. Ensuite, ils sont allés au chantier jouer avec des roulements à billes et de vieilles transmissions automatiques, avant de raccompagner Karl chez lui. Le lendemain, il est allé à l'école, et tous les jours suivants. Il s'était assis tranquillement dans un coin, inoccupé. On ne l'interrogeait jamais, cependant il était, sur certains sujets, aussi calé que Grover. Une semaine plus tard environ, Grover devait apprendre les autres sens du mot « intégration ». Rien qu'en regardant Huntley et Brinkley, la seule chose qui l'intéresse à la télé. « Ça signifie les gosses blancs et les autres dans la même école » dit Grover. « Alors, on est intégré » dit Tim, « hein ?»« Ouais, ils en savent rien, mais on est intégré. » C'est alors que les vieux de Tim et de Grover, et même d'après Hogan, le docteur Schlottrop, en dépit de ses idées avancées, ont commencé à jouer avec le téléphone, et à les appeler de vilains noms, et à se servir des mots sales interdits aux enfants. Le seul à ne pas se mêler à tout ça, ce devait être le père d'Étienne. Il dit tout le temps « Pourquoi les gens n'arrêtent-ils pas de se faire du souci à propos des Noirs, pour commencer à s'en faire au sujet de l'automation » disait Étienne. « C'est quoi l'automation, Grovy ?»« Je vais m'y mettre la semaine prochaine, » dit Grover. « Après, je vous dirai. » Il n'en fit rien parce que tout le monde fut bientôt repris par les préparatifs des manœuvres Spartacus. Il passait de plus en plus de temps au repère, chez le roi Hiro, à tirer des plans. Il savait maintenant, au bout de 3 ans, que la réalité serait très inférieure au projet. Entre eux, et un pas franchi irréversible, il existerait toujours quelque chose d'invisible, d'inerte, quelque chose que l'on ne pouvait pas trahir ou blesser. Cependant, qui aurait appelé cela de l'amour? Un peu comme cette ligne de craie qui représentait l'école sur la prairie l'année précédente, et que les petits gamins n'avaient jamais osé franchir. Inévitablement, les gens de l'école, des chemins de fer, les parents d'élèves, le personnel de la papeterie se trouvaient être le papa ou la maman de quelqu'un. Il y avait un point où, instinctivement, les gosses avaient besoin de chaleur, de protection efficace contre les cauchemars, les bosses, ou tout simplement la solitude, ce qui rendait toute colère impossible. Ils étaient donc tous les 4 dans la pièce secrète, glaciale, à l'approche de la nuit. Pierre, le basset, farfouillait dans les coins. On décida que Karl minuterait le dégonflage sur le parking du centre commercial. Étienne devrait faire un effort sérieux pour se procurer certaines pièces destinées aux lance-pierres géants conçus par Grover. Quant à Tim, il allait reprendre l'entraînement en s'inspirant du guide de la Royal Canadian Air Force. Grover leur accorda le personnel dont ils auraient besoin.
Et là-dessus, on leva enfin la séance. En file indienne, ils affrontèrent à nouveau les dangers de l'ombre, des échos et de tout ce qui pouvait arriver d'effroyable. Ils débouchèrent sous la pluie qui n'avait pas cessé. Ils regagnèrent le SS Lick. Ils arrivèrent au canal sur la route. Ils firent le tour du marais jusqu'à Fazosfield afin de repérer le terrain de manœuvre, derrière le point Foxtrot. Ils s'accroupirent parmi les buissons de mûres dont ils avaient mangé les baies un peu avant dans l'année, et ils se mirent à lancer des cailloux pour calculer les trajectoires. Ce n'était pas facile, car il faisait déjà presque nuit. Ils remontèrent presque jusqu'à la gare de Manchborough, puis ils s'enfoncèrent dans la ville. Ils allèrent traîner devant le marchand de bonbons. Ils commençaient à se sentir un peu las. Ils allèrent s'asseoir en ligne devant le comptoir et commandèrent 4 limonades. « 4 » répéta la dame. « 4 » dit Grover. Et comme d'habitude, elle les regarda d'un drôle d'air. Ils restèrent un moment à traîner autour des présentoirs à BD, puis ils raccompagnèrent Karl chez lui sous une pluie battante. Avant même d'arriver dans la rue des Barrington, ils sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. 2 voitures et une camionnette qui traînaient des saloperies débouchèrent alors dans un furieux mouvement d'essuie-glace, en lançant des gerbes d'eau qui éclaboussèrent les gosses. Cependant, ils avaient sauté en arrière sur une des pelouses. Tim jeta un coup d'œil à Karl, mais Karl ne dit rien. Ils arrivèrent devant la maison de Karl. La pelouse était couverte d'ordures. Ils restèrent plantés là, puis, comme poussés par quelque chose, ils s'avancèrent en donnant des coups de pied à droite et à gauche, à la recherche d'indices. Des ordures. On en avait jusqu'aux mollets, soigneusement étalées sur toute la surface de la propriété. Ils avaient dû apporter ça dans la camionnette. Tim reconnut les sacs à provisions A et P que sa mère rapportait toujours à la maison, des pots d'oranges jaunes. Une tante leur avait envoyé de ces grosses oranges de Floride. La boîte de sorbet à l'ananas que Tim lui-même avait acheté 2 jours avant. On voyait là, dans ces détritus, la moitié d'ombre qui représentait la vie de sa famille au cours de la dernière semaine. Des enveloppes chiffonnées adressées à son père et à sa mère. Les mégots des cigares noirs, de Nobili, que son père aimait fumer après le dîner. Des boîtes de bière aplaties, avec la pliure exactement entre les 2 E de beer. Juste comme son père faisait toujours, 10 mètres carrés de preuves irréfutables. Grover dépliait les papiers, retournait des trucs. Ses ordures à lui aussi étaient là. Et aussi celles de chez Slothrop et de chez Mosley, remarqua Étienne. Et puis sans doute de pas mal d'autres gens du coin. Cela faisait peut-être 5 minutes qu'ils ramassaient les ordures pour les mettre dans les boîtes qu'ils avaient trouvées près de la porte pour les voitures, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit violemment, et Mme Barrington se mit à leur crier après. « Mais on est en train de nettoyer, dit Tim. On est de votre côté. »« Nous n'avons pas besoin d'aide des gens de votre bord, » répondit la femme. « Tous les jours de ma vie, je remercie le Seigneur de ne pas avoir d'enfants, pour qu'ils ne soient pas corrompus par des gens comme vous. Allez-vous-en tout de suite. » Et elle se mit à pleurer. Tim haussa les épaules et jeta une pelure d'orange qu'il tenait à la main. Il songea à ramasser une boîte de bière pour aller la mettre sous le nez de son père. Puis il se dit que cela lui vaudrait seulement une bonne fessée. Alors il laissa tomber. Ils s'en allèrent lentement tous les 3, se retournant pour regarder la femme toujours debout sur le pas de sa porte. Ce n'est que 2 rues plus loin qu'ils constatèrent que Karl était toujours avec eux. « Ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire, fit-il remarquer. Elle était simplement en colère. »« Oui, firent Tim et Grover. » Karl fit un geste en direction de la maison. « Je me demande si je devrais rentrer maintenant, ou quoi. Qu'est-ce que je vais faire ?» Ils disparaissaient presque dans la pluie. Grover, Tim et Étienne se regardèrent. Grover, le porte-parole, répondit. « Tu ferais peut-être mieux pour le moment de te faire oublier. »« Oui, dit Karl. » Ils arrivèrent au centre commercial et traversèrent le parking d'un noir luisant qui reflétait la lumière verdâtre des lampes à vapeur de mercure, l'enseigne rouge du supermarché, celle bleue de la station-service et de nombreuses lumières jaunes. Ils avançaient sous toutes ces lumières sur le large trottoir noir qui semblait aller tout droit jusqu'aux montagnes. « Eh bien, dit Karl, je crois que je vais aller me planquer, au repère, chez le roi Hiro. »« La nuit, dit Étienne. Et l'officier de cavalerie,
rectifia Grover. Rien à craindre, tu le sais bien, répondit Karl. Bien sûr, dit Tim. Bien sûr. Il savait que Karl avait raison. Karl, c'était ce que les adultes auraient appelé, s'ils avaient été au courant, le complice imaginaire. Les paroles qu'il prononçait, c'étaient celles des enfants. Ses gestes aussi, ses grimaces, ses vagues de tristesse, sa façon de lancer le ballon dans le panier. Tout cela, il l'avait marqué d'une dimension, d'une élégance qui, maintenant, allait être à eux. Karl avait été fait d'expressions, d'images, de possibilités négligées par les adultes, rejeté, abandonné aux frontières de la ville, comme les pièces détachées de voitures sur le chantier du père d'Étienne. Tout ce dont ils ne voulaient pas dans leur vie, ou qu'ils ne pouvaient pas se permettre, et avec quoi les gosses, eux, passaient des heures, les assemblant, les montant pièce à pièce, en les enrichissant pour en quelque sorte les programmer. Ils leur appartenaient entièrement, à la fois amis et robots que l'on pouvait aimer, à qui l'on pouvait offrir des limonades qu'ils ne boiraient pas, que l'on pouvait exposer à des dangers, ou même, comme maintenant, remettre dans son placard, au bout du compte. Et puis, si je m'y plais, ajouta Karl, je peux même y rester pour le moment. Les autres acquiescèrent. Karl partit au petit trot comme un coureur à pied. Sans se retourner, il leur fit un geste de la main. Quand il eut disparu sous la pluie, les trois gosses enfoncèrent leurs mains dans leurs poches et prirent la direction de chez Grover. « Grovy, dit Étienne, est-ce qu'on est encore intégré, s'il ne revient pas, ou bien s'il part sur un train de marchandises ?»« Demande à ton père, répondit Grover, je n'en sais rien. » Étienne ramassa une poignée de feuilles humides et les fourra dans le cou de Grover. Grover lui lança de l'eau avec son pied, mais il le manqua et éclaboussa Tim. Tim attrapa une branche en sautant et se mit à la secouer sur Grover et Étienne. Étienne essaya de pousser Tim par-dessus Grover, qui s'était mis à quatre pattes, mais ce fut Tim qui écrasa le nez de Grover dans la boue. C'est ainsi qu'ils s'éloignèrent des lumières du centre commercial en disant adieu à Karl Barrington, l'abandonnant parmi les autres fantômes légers du vieux domaine, qui lui offrirait son précaire abri, et ils continuèrent leur course folle dans le noir, sous la pluie, pour rentrer finalement chacun chez soi. La douche chaude, la serviette bien sèche, la télévision avant l'heure d'aller au lit, le baiser du soir, et des rêves qui jamais plus ne seraient complètement sans danger.